Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour vers le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce premier numéro, on se concentre sur un sujet qui fout généralement le feu sur internet ou dans les cafés quand on parle cinéma. Est-ce que tel film mérite son succès ou non? Pour quelle raison tel film est considéré comme réussi alors qu'on l'a détesté de bout en bout? Bref, on va causer de films qui nous posent problème en tant que cinéphiles. Les films surestimés, injustement mis sur la liste des bons films. Je suis Luc Le Gonidec et aujourd'hui pour ce premier volume des films les plus surestimés, je suis accompagné de Marvin Montes. Bonjour. Du podcast Final Cut, j'avais oublié bien sûr. Je suis désolé, excuse-moi. C'est overhypé Final Cut. Ouais, bien sûr. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut. Allez, petit disclaimer quand même sur le sujet parce que bon, c'est quand même un sujet un peu délicat, un peu piquant. On sait que là vous êtes sur vos écouteurs en train de dire oh les connards. Bien entendu, tout le podcast aura des avis tranchés, subjectifs sur les différents films, mais on n'en juge pas. On vous juge pas. Les gens qui ont aimé le film ou non, en fait finalement on s'en branle. C'est juste effectivement plus une question de cours de récré ce podcast quoi. Un moment de détente quoi. Un moment tranquille quoi. On va quand même vous expliquer pourquoi on a raison et vous avez tort. Ouais, on est pas comme ça. Ce genre de référence normalement. Merci Dudu, merci beaucoup. Overhypé du Randall. Hein. Non. Tu vois la confiture que t'as mis là qui sert à rien. Putain, Luc, en tout cas, je suis désolé, mais un disclaimer direct, c'est un aveu de faiblesse. Moi, je dis ça. Après... Ouais, mais non, mais c'est quand même pour rappeler parce que je pense que certaines personnes ont du mal avec le second degré. On le répète encore une fois. On l'a remarqué pendant la préparation. Vous en faites pas. Vous en faites pas. On est des gens sympas. On n'a pas changé. On va rigoler. C'est bon. Tout va bien. On n'insulte pas vos mères, quoi. Ça va. Tout va bien. Tant qu'on les insulte pas, c'est cool. Donc posez-vous tranquillement puisqu'on va partir directement sur les chapeaux de roue avec Avatar. On vous propose de repartir à zéro dans un nouveau monde. Vous aurez un rôle décisif. Je m'étais engagé dans les marines pour en baver. Je me disais que je pouvais affronter n'importe quelle épreuve. Tout ce que je cherchais depuis toujours, c'était une bonne raison de me battre. Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. C'est tête que vous faites. Nous avons une population d'indigènes qu'on appelle les Na'vi. Ils sont très difficiles à tuer. C'est pour ça qu'on est là. Ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. Il se trouve que leur village est planté sur le plus gros gisement et il faut qu'on les déplace. Avatar, sorti en 2009, écrit et réalisé par James Cameron, réalisateur émérite de Titanic, Terminator 1 et 2, True Lies ou encore Abyss. Avatar raconte l'histoire de Jake Sully, interprété par Sam Warrington, ancien marine paraplégique qui accepte de participer à un programme nommé Avatar, qui laisse la possibilité à un être humain de prendre la possession d'un corps. Il est envoyé alors sur Pandora, une planète géante gazeuse recouverte d'une jungle luxuriante et peuplée de petits hommes bleus nommés Na'vi, pour lequel Jake doit se faire passer pour les étudier et les exploiter, mais il va finalement s'attacher à cette tribu. Donc Avatar a été un film record et impressionnant pour sa sortie en 2009 puisqu'elle a introduit la 3D au cinéma dans une dimension ultra crédible. Il est l'un des premiers films à atteindre les 2 milliards de dollars au box-office et il a été acclamé par la critique et les spectateurs, mais il a été aussi conspué pour différentes raisons et c'est pourquoi Karim, tu nous as sélectionné Avatar dans les films les plus surestimés. Et excuse-moi, je pose juste mon bras comme ça, l'air de rien. Ouais. Et je t'écoute. Moi, je te vois en cam et t'as l'air inquisiteur. Montre-leur. Je commence. J'avais une question avant que Karim commence, étant donné que tu t'es loupé sur le nom de Sam Worthington, est-ce que tu veux tout refaire ou pas? Oh mais non, on va pas tout refaire. Ça veut dire quoi, s'intégrer finement à eux? À mon avis, c'était pas le bon mot. Hein. S'intégrer, j'ai dit s'intégrer finement. Ouais, finement, mais bon. Oui, c'est intégré finement techniquement. En vrai, quelque part, c'est fin comme approche, c'est fin. Ouais, il y a une différence entre ce que lui a voulu faire et ce qu'on nous a montré. Parce que lui, je pense que le personnage, et Worthington, ça lui va bien, parce qu'il est vraiment très worst comme acteur. J'ai dit Warrington. Bah moi, j'entends Worthington. Ok, bah écoutez, vous savez quoi? Je l'enregistrerai, mais en post-prod. C'est déjà le pire podcast de branleur du monde, quoi. Tu sais, on est en train de reprendre des gens sur les mots et tout. Ouais, les podcasteurs les plus surestimés de 2021. Mais grave. Mais non, sur la conscience professionnelle, c'est très bien. Merci. Moi, c'était juste pour faire chier en vrai, mais... La démarche est clairement acceptable, quoi. Ouais, mais je pense qu'elle est dans l'idée de ce qu'on veut faire du podcast. Je pense que c'est un bon point de départ. Merci, Manu. C'est-à-dire qu'on en a aucune idée. Ouais. Exactement. Alors sinon, Avatar. Montre-leur. Pourquoi j'ai pas aimé Avatar? Pourquoi tu t'es lancé? Parce que c'est de la merde, voilà. Non, j'ai pas aimé... Alors, j'arrête les conneries. J'ai pas aimé Avatar parce que Avatar, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure en off, c'est le film qui m'a fait arrêter d'aller au cinéma pendant un moment, de me déplacer physiquement au cinéma. Avatar,
Avatar, déjà, contextuellement, je le vois pendant ma vie étudiante. Alors, ça a pas l'air comme ça, mais c'est une époque où j'allais au cinéma 4 fois par semaine. Je bouffais beaucoup de films. J'étais déjà un peu lassé des bouffer des prods, genre, à l'appel. Et Avatar, j'avais envie, parce qu'on me l'avait très bien vendu. Et en vrai, sur le papier, Avatar, c'est vachement bien. Et deuxième truc aussi, c'est que, moi, du James Cameron, c'est pas mon premier que j'en bouffe. Et j'en bouffe depuis que je suis gamin. J'ai fait du Terminator, je fais du Terminator 2, je fais du Abyss, tout ça. Vous savez, moi, j'ai connu James Cameron avant qu'il soit cool. D'accord. En fait, c'est pas ça, c'est que dans tous les films que je viens de te filer, t'as tout Avatar, en fait, déjà. T'as toutes les scènes d'Avatar, elles sont déjà dans les films que je t'ai filés. Donc, quand tu vas au cinéma, que tu débourses 25 € et tu tiens pour le voir en 3D, et la première 3D qui ne sert à rien, à part pour bien voir le logo RDA pendant les petits trucs, ce qui m'a fait beaucoup rire derrière. Bref, moi, ça a été un mauvais moment. Parce que ce film, il a rien. Pour moi, ce film, je vais quand même exorciser ce film, il est très beau, il y a plein de choses, voilà. Mais ce film, il m'emmerdait parce que c'est un cahier des charges juste bien construit. Et ça m'emmerde. Il y a, par exemple, tu vois, genre, tu t'en remets déjà pas, j'ai rien dit de grave. Moi, je suis d'accord pour l'instant. Hein. Ce film ne sert à rien. Heureusement qu'on est là pour relever le niveau, parce que là, je vais donner un exemple. Par exemple, ce film qui me fait délirer, c'est que ce film, c'est que des archétypes très bien faits, c'est que des visuels très bien faits, l'histoire est bien faite, mais ils se foutent de ta gueule à tel point que ils ont réussi à prendre l'archétype de Michelle Rodriguez, mais par elle-même. C'est-à-dire qu'ils prennent des acteurs pour se cosplayer eux-mêmes. Peut-elle faire autre chose? Je sais pas. Non, mais réellement. Triste. Ils ont fait pareil avec Sigourney Weaver. Et ça, c'est très triste parce que prendre Sigourney Weaver, non, je déconne, qui se cosplay elle-même dans le rôle d'Aliens, mais en plus vieille et pas crédible, juste pour qu'elle soit au générique, moi, je sais pas, ça marche pas. Et le film, pour moi, le film, il te baise à plein de fois, à tel point que le film, par exemple, il y a un moment, il utilise vraiment un Deus Ex Machina. C'est vrai. Mais il te baise tellement, le film, que c'est vraiment un Deus Ex Machina. C'est-à-dire que, techniquement, dans le film, c'est, quelque part, la déesse de la Terre qui va faire la même scène que dans Jurassic Park, mais je pense que Cameron a voulu faire un fuck à Spielberg en lui disant, moi, je mets pas un T-Rex, mais plein de dinosaures. Ce film, pour moi, je l'ai regardé, je me suis tapé 2h30, juste à arrêter de faire des recherches dessus sur les scènes qui visuellement claquent. La scène de l'envol, la première fois qu'il dompte sa bestiole, il y a plein de scènes comme ça qui sont magnifiques et qui te scotchent, mais tous les trucs qui pourraient être intéressants sont bâclés. Genre, il y a une idée qui est ultra intéressante dans le film, qui est évoquée en 5 minutes. Genre, Sigourney Weaver cosplay d'elle-même va annoncer à tout le monde que Pandora c'est magnifique, parce que, en gros, c'est comme s'il y avait déjà un espèce d'internet biologique. Cette idée, elle est folle. Elle pourrait être traitée, ça pourrait expliquer plein de trucs, on pourrait s'attarder là-dessus. 3 minutes dans le film. Et c'est pour ça que moi, le film, il m'emmerde, parce que il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon élément, mais c'est juste en mode comme si un lycéen t'avait fait un TPE parfait. Et ça m'emmerde parce que c'est un film avec cet impact-là, 400 millions de budget, 2 milliards de recettes, je veux dire, ça définit des codes. Ça m'emmerde parce qu'il a rien à dire. Je veux dire, tu regardes un Disney, tu regardes Pocahontas, c'est la même chose. Donc, que ce film fasse référence... Le point Pocahontas. Bien sûr, fallait y venir. Mais ça m'emmerde, en fait, voilà. Voilà, ce film m'emmerde pour ça. Parce qu'en plus, il y a des moments qui marchent. Il y a des moments qui marchent très fort. Qui marchent vraiment très très fort. L'univers créé est magnifique. Les CGI, ils ont 11-12 ans. Franchement, ils pètent. Le film ne vieillira pas bien. Vieillira bien. Il y a plein de trucs cool. Mais c'est vraiment gâché parce que ultra lisse, rien. Et je lui en veux même pas de pas être original. Parce que, en vrai, c'est pas gênant. Mais il y a que les archétypes fonctionnels. Des fois, c'est cool. Genre, par exemple, le général, là. Le méchant, le bad guy avec lui, il est génial. Déjà parce que je veux être le scénariste de ce gars-là, parce que le mec il a fait que enchaîner des punchlines. Le mec ne fait pas une phrase sans faire une punchline, il y a pas un bring it on, let's go. C'est un Texan, c'est formidable. Il boit son café pendant des génocides, c'est formidable. Mais non, c'est pas pour moi en fait, ça veut dire ça marche pas parce que c'est plat. Voilà. Mais je comprends en vrai pourquoi le film est vachement aimé. Ok, donc un film plat qui n'invente rien, qui a un TPE parfait. Ok, non mais Karim, en vrai, ce que tu dis, c'est généralement ce que disent assez régulièrement les gens qui n'aiment pas le film. Manu, est-ce que toi tu étais un peu plus d'accord avec Karim? Qu'est-ce que tu appuies et qu'est-ce que tu peux être en désaccord aussi avec le fait que Avatar soit surestimé ou non? Alors déjà, il faut savoir que je n'ai vu ce film pour la première fois qu'hier.
Voilà. Après 11 Lui, il est ans, pas dans la hype, hein. Clairement. presque 12 ans. Balèque, quoi. parce qu'à l'époque, je voulais pas le voir parce que... Qu'est-ce qui s'est passé, Manu, pour que tu ne l'aies vu qu'hier? De la jeunesse du film, en fait, ce que j'en voyais, c'était que c'était une prouesse technique sans que ça raconte quelque chose que je n'avais pas déjà vu. Ce qui était Pocahontas, tout à fait. Enfin, dès le début, on savait que ça allait raconter ça, quoi. C'était annoncé, en fait, mais avec des beaux effets visuels. Et moi, je suis pas forcément très intéressé par aller voir un film juste pour la prouesse technique. J'ai envie qu'on me raconte une histoire qui m'intéresse, quoi. Donc pendant longtemps, je l'ai pas regardé parce que j'en voyais pas l'intérêt. Ce qu'on m'en avait dit me confortait dans l'idée, c'est-à-dire qu'il y avait des très belles images, beaucoup que j'ai vu dans les magasins multimédia, dans les présentations de télé pendant très longtemps, tu vois, pour nous montrer les belles télé 3D ou les beaux champs de profondeur, enfin pas les belles profondeurs de champ. Et on nous mettait des morceaux d'Avatar, tu vois, au Carrefour quand t'allais dans ton rayon multimédia. Donc ouais, la prouesse technique, je l'avais vue, même si je l'avais pas vu au cinéma. Et l'histoire, j'étais conforté dans l'idée que ça m'intéressait pas. Après plusieurs années, j'en suis venu à me dire que c'était presque un exploit de pas l'avoir vu, donc j'ai tenu un peu plus de 10 ans, je suis content. Mais j'ai craqué pour ce podcast. Jusqu'à ce que le mec te dise, faut que tu vois Avatar. Merci, Luc. Merci Luc. Manu, faut que tu vois Avatar, il y a Karim qui l'a choisi. Et figurez-vous que je pense que je l'ai plus apprécié que je l'aurais apprécié à l'époque. Parce que du coup, je savais vraiment à quoi m'attendre et puis le film a eu le temps de mûrir. Et techniquement, je trouve ça incroyable, vraiment. Mais après une demi-heure de film, j'ai commencé à me faire chier et il dure 2 heures, quoi. Plus de 2 heures même, du coup. Il a pas vu la version longue. J'ai pas vu la version longue. Et vraiment, quoi, je trouve que il m'a rien montré à part des beaux effets visuels après une demi-heure de film. Le début, à la rigueur, tu découvres le personnage, comment il en est arrivé là. Alors, j'ai un peu pété les plombs sur... il va avoir les mêmes connexions neuronales parce qu'il a le même ADN. J'étais bien là. Avec son frère jumeau, ouais. Ah ouais. mais voilà, à part ça, je trouve que ouais, c'est vachement surfait en fait. Je suis vraiment épaté par les effets spéciaux et en effet, 11-12 ans plus tard, ça tient le choc. Il y a vraiment pas un pet, quoi. Mais dans l'histoire, ça a glissé sur moi. C'est pas que l'histoire est mauvaise ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai déjà vu. Le propos, il vient rien me montrer qu'il soit original, donc voilà. Globalement, je suis d'accord avec Karim, du coup. Je me suis moins senti enculé que lui, mais quand même, j'ai trouvé ça un peu abusé, quoi. Ok, ça marche. Je te remercie. Deux d'accord. Donc 2 d'accord. Et Marvin, donc le contender d'en face. Pourquoi Avatar, ça reste un bon film et c'est un film quand même, on va dire, assez important quand même. En fait, là où on va avoir un grand désaccord, je pense permanent, c'est que on n'approche peut-être pas le médium de la même manière, dans le sens où le fait qu'on me raconte une histoire cohérente, intéressante, enfin si tu veux, tout ce qui est scénario, direction d'acteur, c'est quelque chose qui est complètement accessoire pour moi au cinéma. Dans le sens où, voilà, moi je suis complètement... des gros problèmes sur Ready Player One tout à l'heure. Effectivement. Mais moi je suis... sur Volte-Face. En fait, moi je suis... là je suis d'accord, mais on y reviendra, vous en faites pas. Mais je suis complètement en fait soumis à la mise en scène, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus au cinéma. C'est quand même des images qui bougent, donc ça me semble assez important. Et la dernière chose en fait qui me fascine le plus, autant principalement dans la filmo de James Cameron, mais pas que, chez Treyarch ou chez Ang Lee par exemple aussi. C'est l'innovation technique en fait, c'est un truc qui me fascine beaucoup parce que je pense que ça doit être quelque part, le cinéma c'est un petit peu un vecteur de progrès. Et donc en fait James Cameron, toute sa carrière tourne autour du progrès, tu vois, c'est pas... on va reparler de Spielberg plus tard. Je suis absolument d'accord là-dessus. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Ouf, Moi, on va reparler de Spielberg plus tard, qui pour le coup, lui, n'est pas un pionnier, mais plutôt un mec qui joue avec des technologies qui sont déjà entérinées. Cameron est un pionnier depuis le début de sa carrière, depuis qu'il a commencé chez Roger Corman, depuis qu'il travaille avec Carpenter sur Escape from New York, ce genre de truc. Et donc, en fait, si tu regardes, chaque film est une balise importante. Tu vois, t'as le morphing de Abyss, t'as des tas de trucs, quoi. Après Terminator 2, etc., ouais. etc. Et quand on en arrive à Avatar, alors on nous vend pas mal de technologies hyper importantes qui sont pas à mettre à son crédit. Faut rappeler que l'ensemble vient quasiment de Weta Digital, qui est la boîte cofondée par Peter Jackson. Voilà. Donc on utilise un film de James Cameron pour entériner ces technologies-là, parce qu'en tant que mec qui sort de chez Roger Corman, qui est habitué à faire beaucoup au début de carrière avec peu, tu vois, on se rappelle de Terminator, par exemple, il est passé à une autre dimension. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec des budgets, avec des moyens quasiment illimités. Et donc, la grosse innovation, c'est quoi? C'est cette fameuse 3D, voilà. Donc, c'est un film qui est tourné en dual caméra. Je connais plus le nom du procédé, ça m'échappe complètement, je le connaissais un moment, mais je sais plus. Alors, la 3D, si on y revient maintenant, là, à l'heure où on enregistre, on
peut s'inspirer de Manu, dire que c'est pas un échec, mais c'est que ça n'a pas marché, quoi. Je voulais te poser la question justement de est-ce que pour toi ce film méritait qu'on paye 2-3 euros de plus maintenant quasi systématiquement, mais si ces dernières années c'est un peu... moi j'ai envie de te dire un truc, c'est que ce film, enfin il est fait pour la 3D. C'est un véhicule à la 3D. Et ce qui est un problème d'ailleurs, c'est que les gens n'ont le parc de salles, par exemple mondial, aux États-Unis c'est une chose, mais par exemple en Europe, où n'a pas pu s'équiper correctement, parce que tout le monde n'était pas équipé pour le diffuser finalement, même si ça a été un accélérateur, quand même. Mais oui, excuse-moi, ta question c'était que... En fait, ma question c'est pour répondre à ce que tu disais sur le fait que le cinéma soit un accélérateur de progrès. Ça a accéléré la mise en place de la 3D dans les salles et la hausse des prix. Bien sûr. Est-ce que ça, pour moi, ça n'a pas du tout accéléré la technologie au cinéma. Personne n'a fait aussi bien en fait. Non, quasiment jamais. Justement, si, moi je pourrais te citer Choyark par exemple. Je pense qu'il est dans les Détectives D par exemple, qui fait quelque chose de la 3D vraiment. Mais en fait, le problème c'est que c'est un film donc qui est vraiment filmé en 3D en dual caméra. C'est-à-dire que tout tourne autour de la 3D dans la mise en scène. Donc la profondeur de champ est spécifiquement adaptée à une prise de vue 3D. Et en fait, toute la mise en scène, parce que la 3D c'est pas ce qu'on en voit maintenant, c'est pas des jaillissements, c'est pas le futuroscope, tu vois. C'est vraiment l'ensemble de la mise en scène qui tourne autour de la 3D. C'est pour ça qu'on a beaucoup de double bonnettes, voilà, de basculement de points. C'est parce qu'on joue avec la 3D véritablement pour la profondeur de champ, quoi. Alors comme tu dis, et là t'as complètement raison, c'est que la plupart des gens derrière, à part peut-être Quaron, tu vois, Gravity, ce genre de truc, les gens se sont plutôt limités à une utilisation purement sporadique, purement choc de la 3D, quoi. Et post-prod en plus. En plus, en post-prod, qui était parfois juste des conversions 2D, on s'est amusé à ressortir des trucs en 3D, tu vois, même Cameron l'a fait avec Terminator 2, par exemple, même si la copie 3D est plutôt bien, c'est pas un film conçu pour la 3D, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Titanic aussi, il me semble, non? Si je dis pas de conneries. Titanic 3D aussi, mais c'est pareil, c'est de la post-prod. Peut-être de la post-prod hyper léchée, mais de la post-prod, quoi. Et donc, en fait, voilà, c'est toujours un truc qui me fascine là-dedans, c'est est-ce que ce film-là, finalement, il porte correctement ce truc de balise dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire technique du cinéma? Pour la technologie qui promeut, oui. Enfin, moi, je pense clairement que oui, quoi, tu vois. Et il n'y a pas que ça. C'est un des premiers films, parce qu'on le cite rarement, on s'arrête à la 3D, c'est un des premiers films qui est quasiment intégralement tourné en prévisualisation, ce qui est un truc de ma boule, quand même. Enfin, la prévisualisation, ça vient de Weta Digital aussi. C'est un truc qu'ils avaient dû traîner au moment du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ce qui... Caméra 3D, enfin des caméras virtuelles. En fait, voilà, c'est qu'on puisse... C'est de la tech qui vient souvent du jeu vidéo en plus, quoi. Voilà, et là c'est une tech brevetée Weta Digital, parce qu'après il y a ILM, mais ILM ils ont fait que repomper les techs de Weta Digital en fait pour schématiser. Et donc en fait ça permet tout simplement d'avoir une vision de la mise en scène qui est inégalable quand on fait du cinéma virtuel, tu vois, post-Zemeckis quoi en tout cas. Voilà, c'est une performance technique je trouve hallucinante. Je pense quand même qu'elle a véritablement servi le cinéma, dans le sens où la prévisualisation, c'est la base d'un tas de films, notamment dans le genre super-héroïque. Aujourd'hui, on sait que Weta travaille avec Marvel. Voilà, la prévisualisation, c'est hyper important. La 3D, non. Parce que le deuxième film tourné en 3D l'année suivante, on s'en rappelle, c'est le Choc des Titans. De Louis, je l'ai pas vu du coup. Qui était aussi tourné en dual caméra. Et Mouloud Achour en 3D. Mouloud Achour en 3D, ça envoie grave. Après, moi, c'est un film qui me fascine un petit peu, mais là où je vais peut-être vous rejoindre, c'est qu'il me fascine uniquement pour son aspect technique que je trouve absolument dingue. Voilà, je trouve même que... Enfin, honnêtement, j'ai pas vu de truc vieillir aussi bien depuis un moment. Vraiment, le film est pas du tout obsolète aujourd'hui. La performance capture, troisième tech hyper importante dans Avatar. La performance capture, c'est ce qui remplace peu à peu la motion capture, c'est-à-dire qu'on virtualise plus le corps d'un acteur seulement, mais aussi son visage. Dans Avatar, on reconnaît les acteurs, c'est quand même relativement crédible. Enfin, c'est même hyper crédible, c'est assez ma boule aussi. Donc voilà, moi, c'est un film que je pense pas overhypé, même sous-estimé en fait, pour son importance dans ce qu'il apporte à l'industrie derrière. Il avait été amené quand même comme un univers. Je veux dire, Cameron, il est arrivé au moment de la com et de la promo comme bonjour, je veux faire mon Star Wars ou mon Seigneur des Anneaux. Avec déjà, j'en ai 5 derrière, il y en a 3 qui vont sortir. Le deuxième va arriver. Même si je suis complètement d'accord sur la performance technique et sûrement l'impact qu'elle a pu avoir positif, moi je m'inquiète un peu aussi de l'impact négatif que ça peut avoir, parce qu'à cette époque-là ensuite il y a eu plein de merde qui sont sorties. En fait, disons que la 3D a été récupérée à des fins des fois purement mercantiles, tu vois. On a eu des tas de transferts 3D de trucs qui existaient déjà, des tas de films qui se vendaient autour de la 3D et finalement qu'on faisait pas un élément de mise en scène, ce qui pose vraiment problème. Après, je pense que c'est surtout au niveau de la performance capture qui pose une sacrée base quand même, mine de rien. C'est la première fois qu'on en a autant dans un film. Performance capture, maintenant on en bouffe à toutes les sauces, on s'en rend même plus compte. Après Avatar, il y a Weta qui continue
continuent, ils font Tintin, par exemple. On pense qu'on veut de Tintin, mais en termes de performance capture, c'est un truc de malade. Donc voilà, il y a pas mal de choses dans les gros blockbusters de l'industrie. Si on pense au MCU, Thanos, c'est Made in Weta, quoi. Tu vois, la performance capture de Josh Brolin, voilà. Et mine de rien, la planète des singes aussi. De toute façon, Weta, ils ont travaillé essentiellement avec Andy Serkis. Donc sur la planète des singes, les premiers, c'était Gollum et King Kong, tu vois. Alors King Kong qui a déjà pris un coup dans la gueule, je trouve, au niveau technologique. Mais J'ai pas vu. Ouais, mais qui reste quand même, depuis le transfert 4K, on s'en rend compte, mais qui reste quand même hyper crédible en termes de juste de mouvement, quoi. Par contre, il y a un point où moi j'ai un gros problème avec Avatar, pour terminer, c'est que ça c'est purement subjectif, c'est que je déteste la direction artistique. Mais vraiment. C'est-à-dire que les navis, je les trouve horribles. Enfin, vraiment, c'est vraiment un parti pris que je supporte pas leur cette espèce de créature hyper grande, à moitié humanoïde. Enfin, je les trouve vraiment moches avec leur visage long, là, c'est un enfer. La direction artistique de Pandora me transporte pas plus que ça non plus, tu vois, je veux dire... c'est des événements qu'on a vus. Et après, pour revenir sur l'aspect scénaristique, oui, c'est complètement con. C'est une histoire à la con. D'ailleurs, il y a des tas de théories autour de ça quand le film est sorti en disant oui, c'est une analogie de l'invasion irakienne. Bon, je crois que le scénar traîne depuis les années 80 à Hollywood, donc c'est faux. Mais oui, après on peut y voir genre une sorte d'analogie au génocide amérindien, quoi. Un trope classique du cinéma américain post-John Ford, qu'on va dire. Mais en fait, c'est complètement con. Il y a juste un truc. Mais après, c'est relativement cohérent avec l'œuvre de Cameron dans le sens où c'est une histoire qui, à mon sens, est fluide, quoi. C'est pas si simple de ça que ça d'écrire un scénario fluide, je pense. Il y a toujours le triple climax qui est aussi un des trucs de Cameron, tu vois, genre voilà, il se passe pas un truc, non, ni deux, non, trois. Voilà, donc t'as toujours ça, c'est une de ses signatures. Après, voilà, moi, ma grosse réserve, c'est la direction artistique, voilà. Les navis, Pandora, tout ça. Je trouve ça pas loin d'être imbuvable. J'aime pas vraiment l'univers. Et je me pose une question quand même par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est à quoi on va avoir le droit dans Avatar 2 ? Quelle est la prochaine innovation ? Non mais vraiment, on peut penser que ça va être le HFR du coup, puisque... Parce qu'il avait été un peu amorcé avec le Hobbit, ouais, justement. Ouais, puisqu'Ang Lee s'est amusé à ça, surtout là dans Gemini Man. Avec Gemini Man. Qui est pas terrible, mais par contre qui est assez incroyable à voir en minimum 60 FPS, quoi. Et donc apparemment, il avait annoncé qu'il ferait un HFR variable, c'est-à-dire que d'une scène à l'autre, on n'aurait pas la même fréquence d'image, ce qui va être ingérable pour le parc de salles, hein, clairement. Donc voilà, moi je me pose juste une question, je me dis que je pense que c'est un film important de par son bagage technique, et je me demande si vraiment, en fait, il trouvera un aboutissement par la suite, quoi. On n'est pas prêt d'avoir la réponse, manifestement. Cette question par rapport, c'est peut-être un peu lié à ce que va peut-être apporter Avatar 2 ou non, mais l'HFR, justement, le High Frame Rate, ce qui permet d'avoir de plus d'images par seconde, en fait. On passe de 24 à 60 minimum, enfin 60 sur les Blu-ray 4K et 120 en salle, quoi. 120 en salle sur Gemini Man, par exemple, c'était le cas. Ouais. Mais le piège Gemini Man, justement, ça a été ça. C'était si tu le vois pas en 120 FPS, en fait, t'as aucun intérêt de le regarder, quoi. Avant ça, t'avais eu La vie rêvée de Billy Lynn, qui était le film d'Ang Lee précédent. En fait, trop de distribution par rapport à ça non plus en France. En fait, il est passé que dans des salles qui diffusent en 24p. Donc ça veut dire que un film en HFR, si tu le vois en 24p, c'est imbuvable. C'est-à-dire que les cadrages sont pas les mêmes, effectivement. Ouais. Les mouvements de caméra sont pas les mêmes. Donc tu comprends pas, en fait, ça te fait une sorte d'Uncanny Valley si tu le vois pas comme ça. Par contre, Gemini Man, qui est un film plutôt médiocre, hein, qui est genre une sorte de rip-off de tout ce qu'il y a de pire des années 90, quoi. Volte-face. On en reparlera plus tard, mais c'est pas la même chose. Mais tu vois, avec un actionneur des années 90, avec Will Smith et une doublure numérique, quoi, et Clive Owen en méchant, si tu veux, déjà ça se pose là. Mais par contre, les scènes en HFR, les scènes d'action en HFR, t'as jamais vu ça. C'est fou. C'est fou, vraiment. Après, ça peut te faire un effet Plus belle la vie aussi, tu vois. Ça peut être déstabilisant, dans le sens où... Ouais, ça, je déteste ça. Non, mais après, par contre, en fait, ça se rapproche tellement de l'œil humain que t'es déstabilisé. Ouais, un truc que t'as des fois sur les télé 4K, là. Ouais, c'est le... Le upscale par défaut. C'est ça, comment ça s'appelle, ce truc-là, le... je sais plus, le refresh, enfin, il y a un truc, il y a un nom, chaque marque a son nom. Chaque marque a son truc là, mais c'est absolument dégueulasse. C'est Motion, comme ça, c'est le Motion Plus. Le Motion Plus, ouais. Le Motion Plus, ce truc qu'on te foutait à balle. Tu sais que les vendeurs incompétents de chez Darty te mettaient à balle. Quand t'allais en magasin, ils te mettaient Pirates des Caraïbes 4 en Motion Plus, t'avais envie de gerber, quoi. Et tu voyais les effets spéciaux, tu voyais les effets numériques, comment ils étaient décalqués au cutter ou les trucs comme ça. Le Motion Plus, il prend une image de 24, il prend une fréquence de 24 images secondes et puis il te rajoute des images tout le temps. Pour arriver à 60. Il les extrapole. Ouais, voilà. Et en fait, du coup, ça saccade presque l'image. C'est vraiment une canivalée. Alors que c'est pas le cas. Par contre, si tu regardes Gemini Man en 4K, en 60 FPS, t'as pas ça. Hein. C'est vraiment d'une fluidité de dingue, quoi. Et donc, c'est travaillé pour aussi, quoi. Tout est fait pour, tu vois. Ouais. D'ailleurs, que t'as une scène de poursuite à moto qui est ma boule. Enfin, voilà. C'est juste que j'aime bien faire le rapport entre Ang Lee et James Cameron parce qu'ils ont un peu la même démarche, en fait, de pionnier, si tu veux. Sauf que James Cameron a quand même fait des films beaucoup plus importants
en tant qu'objet filmique seul. Ang Lee, il est vraiment absolument centré autour de l'exploration technique, quoi. Maintenant, il fait quasiment que ça. Quand il faisait de la 3D, il faisait l'Odyssée de Pi, quoi, tu vois. Oui, et puis Ang Lee, c'est vrai qu'il a fait un peu de tout avant aussi. Enfin, il a fait beaucoup de films dramatiques et. Oui, bien sûr. Et il avait fait Hulk, dont on a parlé dans RVLT. C'était un quasi pionnier de cette vision-là du comics à la télé, tu vois, au cinéma. Bon, après, c'était horrible, Hulk, si tu veux, parce que lui-même, il connaît rien aux comics, donc déjà, c'est un problème, mais. Le truc que tu pouvais pas lui retirer par contre à Ang Lee sur Hulk, c'est que il a cherché, c'est-à-dire une adaptation de BD, comment je la fais. Ouais, du coup, je mets des cases, super. Je mets des... C'est littéral hein, comme truc. Non, mais par contre, il avait fait Tigre et Dragon, tu vois, ce genre de truc. Bon, bah, voilà. Ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Avatar. En gros, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Après, il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, Marvin, sur Avatar, si on revient sur le sujet, c'est la direction artistique. Ça, c'est subjectif à fond. Hein. Ouais, mais pour moi, moi, je la trouve géniale. Moi, je trouve que c'est très crédible. Surtout, enfin, c'est extrêmement casse-gueule hein, de faire un monde crédible, de faire un nouveau monde, enfin, une nouvelle planète. C'est incroyable, quoi. Enfin, et moi, j'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Enfin, j'ai été. En plus, c'est l'art de James Cameron de te foutre dans un univers, de te foutre dans un vrai. Enfin, une vraie maîtrise du storytelling. C'est-à-dire que en 2-3 mouvements. 3 plans, une action, tac tac, et c'est bon, t'es dans l'univers et ça marche incroyablement bien. Tous les codes fonctionnent et je trouve que c'est un film qui tient de bout en bout. Même si effectivement le scénario, oui, c'est un peu plat, c'est vraiment l'invasion des Européens sur un territoire indien et l'exploitation des ressources qui revient. Enfin bref, c'est une histoire vieille comme le monde, hein, comme tu disais, Marvin. Mais ça fonctionne, hein, c'est simple. Hein. Moi, j'ai rien contre comment on raconte quelque chose de simple, mais c'est vrai qu'effectivement après par dessus, t'as le côté histoire d'amour, exploration, bref. Les codes usuels d'un blockbuster. Même si dans les trucs pas exploités, tu parlais tout à l'heure, enfin vous parliez des trucs pas exploités, le côté c'est la Terre qui envahit une planète et les gens savent qu'il y a du monde dessus, mais personne n'en a rien à foutre qu'on nique une population pour exploiter ses ressources. Ok, le message est facile, mais je trouve que ça mériterait d'être exploré un petit peu plus en fait. Et je pense qu'il a prévu de vraiment développer l'univers dans les suites en fait, parce que je crois qu'Avatar 2 est censé se dérouler sous l'eau. Ce qui est une autre de ses marottes à lui, puisque c'est un plongeur détenteur d'un record, hein, je crois. Hein, je sais plus. Je crois que c'est un des mecs qui a plongé le plus loin au monde dans la fosse des Mariannes. Donc c'est c'est son vrai mantra, quoi. Donc apparemment l'Avatar 2 se passerait en grande partie sous l'eau, quoi. Donc après, est-ce qu'il y a une vraie continuité scénaristique de prévu? Ça, j'en suis pas persuadé, quoi. Ça se trouve, c'est notre planète, hein. Non, c'est toujours Pandora. Ah ok, mais bref, pour moi c'est un film qui est pas du tout surestimé, qui vole pas du tout son truc. Et effectivement après par contre le coup de la 3D et tout ça, la 3D de toute façon je trouve que elle fonctionne extrêmement bien sur le film. Mais maintenant c'est vrai que quand tu le regardes le film sans la 3D, tu perds beaucoup de choses. Tu perds la technique, tu perds après c'est le problème c'est un parti pris extrême hein, quasiment de devoir baser toute sa performance sur une technologie dont les salles ne sont pas équipées et les maisons non plus. Parce que tu peux regarder maintenant, tu revois Avatar. Maintenant, tu peux plus en fait. Tu peux plus. Parce que l'industrie a tellement abandonné la 3D que les écrans ne diffusent plus en 3D, quoi. Donc voilà. La 4K et la 3D, c'est quelque chose qui va pas ensemble, à part en salle. Alors qu'on a encore des trucs qui sont construits autour de la 3D. Alors pas forcément majoritairement en Occident, mais par exemple du côté de la Chine et tout, ils tournent beaucoup avec la 3D, quoi. Et c'est dommage que nous, quand les films arrivent ici, on les ait pas, quoi. En 24 FPS. Non, mais Détective D, tu vois, c'est un film, Détective D 3, c'est un film qui est en 3D, 4K et HFR. Bon, en France, il a quand même été diffusé, je crois que The Jokers l'avait passé en 3D. Mais bon, tu rates la moitié de l'expérience parce que c'est pas fait pour ça, quoi. Parce qu'on n'est pas équipé de HFR aussi, quoi. Bah, si, en France, c'est ça, ils appellent ça le 3D+, c'est ça. Ça avait marché pour Gemini Man, il l'avait fait en 3D+, mais après, il a été diffusé dans 95% des salles en normal, quoi. Ouais, en 4K, 2D, et puis bon, bah, du coup, le film a pas d'intérêt, quoi. On a fait beaucoup sur Avatar, on arrête tout de suite, une demi-heure sur Avatar. Bah, pour faire 1h30 sur 4 films, on n'est pas dans le timing, du coup. Ouais, par contre. Ah, c'est vrai, merde. Ah bah, on est mort. Et c'est parti pour le second film de notre liste, Le Dernier Train pour Busan. Le train en direction de Busan va bientôt partir. S'il vous plaît, il y a un passager un peu louche. Une passagère fait un malaise en voiture 11. Il se passe quoi? Fermez la porte! Swan, reste ici. Il y a personne ici. Au secours.
Dernier train pour Busan, sorti en 2016, écrit et réalisé par Yeon Sang-ho, réalisateur prolifique dans l'animation sud-coréenne. Yeon Sang-ho planche sur son premier film live, Dernier train pour Busan, un film de genre qui raconte l'histoire de Seok-woo, interprété par Gong-yoo, qui va se retrouver bloqué dans un TGV en route vers Busan avec sa fille et un paquet de zombies prêts à les bouffer. Dernier train pour Busan fait partie d'une trilogie de films avec Seoul Station sorti en 2016 et Peninsula sorti en 2020. Deux films bien nazes dont Dernier train pour Busan ne déroge pas à la règle. Si j'ai choisi, moi personnellement, parce que c'est moi qui ai choisi ce film, Dernier train pour Busan, c'est avant tout un film dont je ne comprends absolument pas pourquoi en 2016, à Cannes surtout, il y a eu autant de succès. C'est un film de genre qui a été en fait diffusé sur les séances de minuit en fait, et plein de journalistes se sont retrouvés là-bas finalement, et ils voyaient un film de genre sud-coréen, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que ça l'a sauvé un petit peu, quoi. C'est juste que, waouh, un film zombie, waouh, un film sud-coréen, waouh, mais c'est trop bien, ça se passe dans un train. Et en fait, il y a aucune scène de tension dans ce film. J'ai rien sorti pour la sécurité des personnages, ce qui est vraiment un comble pour un film de zombie, faut l'avouer. C'est surtout le personnage principal, moi, qui me pose problème, parce qu'en début, en fait, il est caractérisé en étant un gros connard égoïste, omnibulé par son taf, qui se fout en plus complètement de sa fille. On le voit en fait justement que c'est un connard, parce qu'il y a généralement dès les premières minutes de la catastrophe, il essaie de s'en sortir par les moyens un peu premium de la société, quoi. Le truc moi que je reproche aussi, c'est que voilà, c'est l'apocalypse et ça y est, il va devenir le meilleur papa du monde, quoi. Ça y est, plus de 2 oui pour le même anniversaire, c'est bon les gars, je vais devenir le vrai papa, quoi. Yes. On appelle ça l'évolution du personnage dans un scénario, mais Ça s'appelle la construction de personnage, ouais, mais bon ça il peut pas comprendre, ouais. Ouais, c'est pas le truc que j'aurais plus craché. Il y avait pas de 3D là, il était pas content. Oh. Tu l'as vu en HFR, Luc, ou quoi? Ouais, non, je l'ai vu en motion plus. Oh, ça passe. Écoutez 4 mecs blancs barbus discuter de vos films préférés de façon Et gratuite. pas un seul qui habite à Paris. Hein. Non mais précisons-le quand même. La fin est téléphonée en plus. Moi je trouve que c'est un setup vraiment ultra appuyé dès le début. Il y a hey Jean-Michel, occupe-toi mieux de ta fille avant qu'elle devienne adulte. Et bim, en fait tu vas mourir et ta fille c'est ultra triste. Elle te verra pas, elle ne grandira pas avec toi, quoi. C'est des flashbacks de merde. Oh tiens, je m'en souviens quand je l'ai tenu dans mes bras et bon bah bref, je me suis fait mordre, je saute du train, bref, c'est et en plus il y a des violons, quoi. Enfin c'est n'importe quoi, c'est vraiment nul. C'est plein de trucs comme ça qui m'ont énervé, mais en fait le film, en fait, tu peux pas trop le bâcher parce que la mise en scène, je trouve qu'elle est propre, en fait. C'est un film qui est extrêmement bien soigné. Le découpage, il est vraiment réussi, je trouve, et encore heureusement de la part d'un mec qui fait de l'animation, sinon ce serait vraiment de la merde. L'énorme problème, c'est que c'est ultra convenu, quoi. C'est vraiment film de zombie.mp4. C'est, y a pas une seule idée originale, je trouve. Ça se passe dans un train, mais, enfin, ouais, mais. Dans un TGV, monsieur. Dans un vrai TGV. Ouais, mais dans un TGV, mais tu remplaces les zombies par des Indiens, voilà, c'est ce truc-là, on l'a fait il y a plus de 100 ans, quoi. Enfin. Avatar 3. Voilà, bah c'est Par des Indiens d'ailleurs, je comprends pas. Et non, mais c'est vraiment ça fait stagecoach, quoi. Ça fait John Ford. C'est pas des Indiens qu'on mettait dans les trains, mais bon. Non, mais alors tu prends Dernier train pour Busan en 39, oui, c'est sûr. Après, il y a des trucs cool. Moi, je trouve que les personnages sont un peu fifous, là. J'aime bien, moi, la petite vieille réac, les jeunes sportifs un peu con. Le cum aussi, oui, malheureusement, il va partir assez vite, mais le cum balèze, là, qui colle les droites aux zombies. Bien sûr, Madong Seok, meilleur acteur un des meilleurs acteurs coréens. Ça, il est génial. Ouais, c'est un tueur. Il défonce ce mec. Il est monstrueux. Il défonce. Meilleur personnage du film. Dans le groupe de personnages, on n'évite pas, bien sûr, Jean Connard de droite qui pense qu'à lui et à sa gueule, parce qu'il va enfermer. Il a raison à ça, évidemment, cher ami. Ah, mais je veux survivre! Lui, ils l'ont poussé trop loin. Ah oui, à fond. Il y a des raisons historiques, les amis, c'est pour ça. Ah bah. Est-ce qu'il y a un boss final des bureaucrates qui a empêché les gens de survivre? Sûrement, je sais pas, je suis pas calé. Genre la guerre de Corée, si ça se trouve, il y avait un des bureaucrates là qui devait faire ça. Parce que le bureaucrate boss final, je l'avais vu que dans Metal Gear Rising. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est pas un clin d'œil finalement? Ah bah surtout que si t'es Metal Gear et Rising, franchement, c'est chaud, quoi. Ah oui, voilà, en plus, ouais, J'aime bien, c'était bien bourrin, bien débile. Ouais, non, mais t'as raison en plus. J'avais beaucoup aimé, moi, tout ce que met en règle le fait que ça se passe dans un train, en fait. Ça aussi, je trouve que ça a été réussi. Ça, c'est pas mal. Ouais. Surtout que c'est pas un film de train comme ceux qu'on voit à l'habitude. Tu sais, dans le sens où d'habitude, justement, l'emphase est mise sur le train. Alors que non, là, c'est vraiment l'espace. Les gens qui sont dans le train et l'espace, ouais. Vu que y a qu'une sortie horizontale, tu peux pas sortir par en haut, tu peux pas sortir par en bas. En fait, finalement, quand tu te retrouves bloqué, t'es vraiment keblo, quoi. Et il y a des scènes, en fait, où justement, ils vont essayer de traverser des wagons bourrés de zombies dans le noir. Je trouve ça vraiment cool et pour le coup, tout ce setup-là est vraiment ludique. Mais comme je disais, en fait, je trouve que c'est vraiment bof, quoi. Enfin, c'est vraiment un film, en fait, où, bah, tu le regardes, tu fais yes, cool, mais
Pourquoi tout ce marasme? Pourquoi tout le succès, quoi? C'est un film quelconque, quoi. Ouais, ton problème, il vient pas tant du film, il vient en fait Il vient de sa réception de la hype. critique. Ouais, de sa La réception, réception Je crois que c'est le principe de l'émission sur lequel tu viens de mettre. Il est complètement dans le thème, en fait. Voilà. Le seul qui est dans le thème, putain, merde. Voilà. Moi, je voulais faire une film où je bâchais comme une salope sur des films et voilà, quoi. Et du coup, vous avez un peu niqué le truc, quoi. Non, mais t'as raison. Bah non, regarde, la preuve, on a remis le doigt dessus pour qu'on reprenne, c'est parfait. Et maintenant je suis un peu tout seul, donc je vous reposerai la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Moi, un petit peu. Non. Ah! En vrai, ouais, enfin, j'arriverai à comprendre ton point de vue, mais en moins négatif. C'est-à-dire que trop de hype, clairement, mais quand même bon film. J'irai pas jusqu'à dire mauvais film qui passe. Non, j'ai passé pas un mauvais moment. Il y a des petits trucs qui m'ont gavé, il y a des écritures, certains persos qui m'ont rendu ouf, mais en vrai, il y a eu plein de petites bonnes surprises. Genre, moi, le revirement du papa, bah, j'ai trouvé ça presque pas trop bourrin. Parce que, effectivement, c'est court, mais dans une scène qui passe bien, le mec se fait sauver 2 fois la vie en 5 minutes. Effectivement, dans un moment de stress, ça peut être une grande leçon de vie. D'humilité, surtout, montré. je pense, ouais, c'est secret. Ouais, mais c'est montré, c'est pas raconté. Et c'est par exemple, c'est une qualité du film. Le film, par exemple, dans les films de zombies, les œuvres de zombies, tu dois souvent établir des règles. Est-ce que les zombies courent vite? Est-ce qu'ils savent ouvrir les portes? Est-ce qu'ils craignent la lumière? Est-ce que machin? Et ça, c'est un écueil, donc qui me casse toujours les couilles parce que, je préférais qu'on me le montre. Et par exemple, le film là-dessus, moi, une des qualités, c'est qu'il est économe. Le coup de les zombies marchent pas dans le noir, ça tombe au pif. C'est pas expliqué, verbalisé, c'est fait. Et je trouve ça cool. Après, le film est convenu, il y a rien d'extraordinaire. La fin, par contre, je te rejoins, la fin, j'étais pas prêt, c'était un quart d'heure de trop. Le combat final sur le train, j'étais pas prêt. Et la scène version, on dirait une pub pour la lessive, je te jure, avec les flashbacks de la petite fille dans les draps, là. Et ce violon! Mais après, ce violon, monsieur! Ouais, ça, c'était too much. Mais il y a plein de trucs, quand même, qui étaient cool dans le film, qui surtout dans le thème des zombies, qui est complètement surexploité, il y a des écueils dans lesquels je trouve que le film est pas tombé. Je trouve ça cool, quand même. Je suis assez d'accord avec Karim là-dessus. Et je suis d'accord qu'il y a rien de hyper original, mais je trouve que le film marche bien, qu'il y a une bonne ambiance, que c'est bien filmé. Il y a des bonnes scènes. La scène où ils descendent l'escalator et l'escalier, et où en bas il y a tous les il y a tous les militaires et que du coup ils remontent l'escalator en mode tu sais que ça va mal finir pour la moitié d'entre eux, quoi. Je trouve qu'il y a des scènes de tension quand même un peu, même si clairement il y a pas de jumpscare, il y a rien d'angoissant dans le film vraiment. Et oui, il file tout droit, en fait, tu sais globalement ce qui va se passer, mais il le fait bien. Mais ouais, je suis assez d'accord, il est pas exceptionnel, il fait les choses bien. Et s'il a un petit plus quand même, je trouve, c'est vu que il a cet aspect que je maîtrise pas du tout, mais coréen, que ça soit dans les décors, dans la façon dont les gens se comportent, tout simplement, tu vois, je veux dire, ça donne un truc que je trouve cool quand t'es pas habitué. Je pense que c'est peut-être pas partie des arguments de la surhype, mais en vrai, je peux comprendre que ça marche un peu. Tu vois, c'est ce côté justement culturel différent des codes américains ou quoi que ce soit, et ça donne un côté, je sais pas, plus rangé, plus clean. Je trouve efficace quand même, changeant. Moi, j'ai peut-être finalement une explication à son succès. C'est que je pense que le train dont se déroule l'action, c'est un TGV. Effectivement, c'est un vrai TGV. Puisque en Corée, la France leur a vendu les TGV. Donc finalement, je pense que c'est ça que la critique a apprécié. Ce qui quelque part est très con, parce qu'on se dit que putain, il y a bien un Français qui aurait pu avoir l'idée d'un film de genre comme ça, et non, même pas. Ah, c'est la loose, ouais, effectivement. Dernier train pour Brest. Dernier train pour Brest, putain, ça aurait envoyé. Il y a pas un remake américain qui est en train d'être fait là? Si, mais ça n'a pas de sens, mais après, moi, ça serait un hyperloop. Merde. Non, mais déjà en France, le train il serait pas arrivé, tu vois. Donc c'est réglé, quoi. On pas parti. Ouais, on peut partir, ouais. Genre, dans le train, on peut tous survivre, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis non, pourquoi? Bienvenue à Montparnasse, monsieur. Monsieur est arrêté. Là, t'es dans un TER, donc le temps d'arriver à Busan, si tu veux, c'est 4 semaines, quoi. Donc, je suis en train de prendre un manche parce que j'avais pas bien validé mon ticket, désolé. Après, moi, je dirais que je suis quasiment, en fait, d'accord avec Luc sur un truc, c'est que ce qui s'est passé à Cannes en 2016, c'est que vraiment, c'était fou, hein. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une espèce d'emballement autour en fait, qui est, je crois que j'ai jamais vu ça, quoi. T'avais l'impression que c'était la révolution. Et je pense juste que ces mecs-là, ils ont découvert le cinéma, un cinéma sud-coréen 16 ans après qu'il ait explosé. Ce qui est quand même dommage pour des professionnels, rappelons-le quand même. Mais, et donc, qu'est-ce qu'ils y ont vu? Ils y ont vu un film de zombies, quoi. Donc, qui est plutôt un film d'exploitation, en fait, hein, qui me semble être un film de zombies, ouais.
comme souvent exploité et surexploité par les Américains en plus. Mais par contre, ce qui différencie en général le cinéma coréen du cinéma, on va dire américain ou européen, c'est ce qui vous emmerde dedans en fait. C'est-à-dire que c'est cette capacité à embrasser l'émotion, mais vraiment sans aucune subtilité. C'est-à-dire que c'est le cœur de leur cinéma, quoi. C'est, tu vois, quand tu penses à un truc, je sais pas, tout connement à JSA ou Memories of Murder, c'est des films qui, même quand ils racontent le truc le plus tragique, le plus noir du monde, sont toujours empreints d'une espèce de naïveté, mais voilà, tu sais, qui est presque issue du film pour enfants, quoi. Et ça, en fait, c'est complètement lié à leur culture, en fait, puisque la plus grande influence du cinéma coréen, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est le cinéma américain. C'est dû à leur présence sur le territoire et au fait que le cinéma américain est très très présent chez eux. La deuxième chose qui reste vraiment ancrée en eux, c'est leur culture d'Asie, en fait. C'est les valeurs un peu de camaraderie, de l'idéal communiste, quoi. Et donc, en fait, c'est un truc qu'on retrouve souvent chez eux, c'est une espèce de camaraderie, comme on avait à Hong Kong, en Chine, machin. Les mecs, finalement, ils sont tous potes, tu sais, c'est presque homo-érotique, parfois, on le dit souvent là-dessus, quoi. Non, mais sans déconner, hein. Vraiment, quoi. C'est considéré parfois comme crypto-gay, tu vois, le genre de truc. Et il y a toujours ça, et je pense que c'est ça qui a un peu chamboulé la critique, dans le sens où ils avaient jamais vu ça, quoi. En plus, tu sortais de pas mal d'exploitations zombiesques, on va dire post-Romero, tu vois, c'est-à-dire le zombie politique, mais pas très subtil, quoi. Et donc là, le fait de voir un film qui était embrasser complètement son potentiel émotionnel sans trop se poser de questions, en étant complètement naïf par instant, bah je pense que ça leur a retourné le cerveau, quoi. Au point où le film, en fait, qui est finalement, comme tu disais, un espèce de truc d'exploitation, alors que moi je trouve pas trop mal réussi. En plus, c'est important de parler du fait que le réalisateur soit un mec qui vienne de l'animation, parce que du coup ça joue pas mal, dans le sens où il y a un truc qui marche bien dans le film, c'est que t'as pas une masse de zombies, une masse qui avance sans réfléchir à la World War Z, quoi. C'est-à-dire que vraiment ils sont protéiformes, souvent on les caractérise d'ailleurs, hein. T'as un zombie, tu vois, on se pose sur un zombie qui perd un bras, continue à courir et tout, ils ont tous une espèce d'identité, tu vois, ils bougent vraiment différemment, ils sont caractérisés, quoi. En fait, à part ça, bah en fait ça porte quasiment préjudice à sa suite aujourd'hui, tu vois, parce qu'on entend parler de Peninsula, on dit oh c'est un film de merde, après Busan, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur, alors qu'en fait c'est une suite logique, quoi. Tu sais, c'est un truc d'exploitation, il a fait un film de train à la Runaway Train avant, et là il fait une sorte de post-apo Left 4 Dead, un peu nuke, post-nuke, Mad Max un peu, tu vois. Et ce qui est intéressant par contre dans Peninsula, c'est que cette démarche justement de mec qui vient d'animation, bah il va jusqu'au bout dans Peninsula, tu vois. On dit ouais c'est un film avec des CGI tout pourris, en fait c'est juste un film hybride, quoi, entre un film live et un film d'animation, quoi, et du coup il va jusqu'au bout. Bah, après je suis d'accord, pour répondre à la question, oui, je pense que c'est un film overhypé, quoi. Dans le sens où pour moi c'est un film de zombies un peu politique, parce que c'est quasiment obligatoire maintenant de faire du zombie politique, et ça l'est depuis Romero, tu vois. Mais après ça va plus loin que ça. Et juste pour répondre à votre question du mec du trader là, tu sais, qui est Jean-Michel Connard, surmis en avant, en fait c'est tout simplement parce que la Corée, comme beaucoup de pays d'Asie, ils ont subi l'arrivée ultra violente du capitalisme, en fait, après la chute du communisme dans leur pays, quoi. Et donc je pense juste que c'est comme ça qu'ils le représentent, c'est-à-dire que la base du film de zombies, c'est en fait une critique du capitalisme toute bête, quoi. Au-delà des masses informes, la métaphore, ça veut dire qu'est-ce qui reste à l'humain capitaliste quand il est complètement délesté de ses richesses, quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on insiste à fond sur ce personnage, justement, du nouveau coréen, quoi. Tu vois, c'est le nouveau coréen, le mec qui est complètement empreint de la culture occidentale, quoi. Karim, vas-y. Si j'extrapole encore plus loin, ça voudrait dire que quand il prend l'appel à la fin et que Kim lui fait, bah, en gros, on est un peu responsable de ça, on a sauvé les miches à biotech, ça serait du genre un peu Vlan, le capitaine. Ouais. Et en gros, voilà. Clairement, en fait, toute l'arrivée, toute la surviolence du capitalisme, pas qu'en Corée, hein, dans l'Asie en général, hein, de toute façon, en fait, c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois, quoi. Vraiment, c'est arrivé de manière tellement violente, tellement rapide, ça a pris tellement de place, même dans des trucs complètement cons comme Shaolin Soccer de Stephen Chow, tu vois, en fait, le fond du propos, c'est la société occidentale nous a transformés, il faut qu'on revienne à nos valeurs, on va dire, antiques, quoi. Et en fait, c'est juste ça. Mais voilà, pour terminer là-dessus, même si c'est peut-être de la surbranlette, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film de zombies qui me semble convenu, mais effectivement, enfin, on en a fait une montagne qui était absolument pas méritée, et aujourd'hui, je trouve que ça suite à un traitement, du coup, qu'elle mérite pas, quoi. Hein. Qui est peut-être un peu trop violente par rapport, en fait, à ce qui est aux attentes, quoi. Bah ouais, on t'a dit que Busan c'était un chef-d'œuvre absolu, ce qui est pas vraiment le cas. Du coup, aujourd'hui, tu t'attends à la suite d'un chef-d'œuvre absolu. En fait, non, t'as un autre film d'exploitation, quoi. Voilà. Qui est mauvais, mais qui est pas extrêmement nul, pas quoi. Pas forcément mauvais. Je trouve que c'est un truc qui a une démarche et qui la respecte. Après, c'est pas. Enfin, je veux dire, tu vois, des post-nuke, on en a vu à l'appel, hein. Comme des films de zombies, on en a vu à l'appel. Voilà, on n'est pas soufflé. Hein. C'était le dernier train pour Busan, et on va passer maintenant volte-face. I don't care if I live
You're not having any fun, are you, Sean? Try terrorism for hire. We'll blow some stuff up. It's more fun. Plan B. Let's just kill each other. Volte-face ou Face-Off en VO, sorti en 97, écrit par Mike Werb et Michael Collery et réalisé par l'incroyable John Woo, réalisateur de classiques d'actionneurs hongkongais comme The Killer, Une balle dans la tête ou Le Magnifique à toute épreuve. Volte-face raconte l'histoire de Sean Archer, interprété par John Travolta, agent du FBI à la poursuite d'un terroriste. Castor Troy, joué par Nicolas Cage, poursuite poussée à la vengeance à cause notamment d'une tentative d'assassinat foirée perpétrée par Castor qui tue le fils de Sean. Quelques années plus tard, suite à leur retrouvailles pétardesque dans un aéroport, Castor est plongé dans le coma et Sean doit prendre alors son identité et son visage pour empêcher qu'une bombe explose dans le centre-ville de LA. Marvin, tu nous as choisi ce film qu'on va dire assez particulier, hein, du moins, dans la catégorie des films les plus surestimés. Et pourquoi tu nous as fait ça ? En fait, j'ai fait ça pour ça me permettait de rebondir en même temps sur l'actu, tu vois, parce que il y a une semaine là, on a eu une espèce de levée de bouclier de maboule sur les réseaux sociaux quand on a vu que le réalisateur dont le nom m'échappe, je suis vraiment désolé. Adam Wingard, qui est le réalisateur du futur Kong versus Godzilla. Ça va être de la merde. Probable. Et de Death Note sur Netflix et d'autres trucs un peu mieux. Quelconque. Genre The Guest c'était pas mal. Et enfin bref, il y a eu une levée de bouclier et je me posais une question en fait, c'est est-ce que vraiment, pourquoi on l'aime autant ce truc, pourquoi vous l'aimez autant les gens qui sont en train de s'épancher comme des fous, est-ce que c'est pas juste une espèce de truc nostalgique, parce que je sais pas, on a sensiblement un âge. Mais Marvin, t'as raison, parce que la nostalgie c'est un vecteur de surestimation aussi. C'est un fléau. Mais on a comment un âge probablement similaire ici, donc dans les années, tu vois, vu que c'est un truc un peu des années 90, un truc d'enfance, peut-être qu'on a tendance à le surestimer. Ouais, 97, voilà. Et donc en fait, j'ai juste envie de vous dire, détendez-vous, vous énervez pas comme ça pour un John Woo mineur. Voilà, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, parce qu'en fait, moi, tout ce que je voulais rappeler, c'est qu'aussi foutraque, aussi fou qu'il est Volte-Face, parce que, enfin, c'est quand même l'histoire de John Travolta et Sean Archer qui échangent leur visage sur leur même corps, et ça dérange personne. Nicolas Cage, pardon, excuse-moi, t'as vu, je suis tellement dans le personnage que c'est quand même des mecs qui posent leur visage sur leur pire ennemi et ça dérange personne, tu vois. Et voilà. En fait, c'est un film qui est plus fascinant, si tu le remets dans son contexte, pour ses problématiques que pour sa vraie réussite, quoi, tu vois. Parce que si tu prends justement le contexte du Hongkongais qui déboule aux États-Unis pour faire ses films, en fait, Volte-Face, c'est un de ces emblèmes de ce truc qui a jamais marché. C'est-à-dire, Hong Kong Hollywood, on a compris que ça fonctionnait pas au bout d'un moment, quoi. Avant Volte-Face, il y a eu Chasse à l'homme, donc grand film, premier film de Hong Kong réalisé, moi j'aime plutôt bien Chasse à l'homme. Après John Woo, il fait Broken Arrow. Là, il trouve John Travolta, et il se dit, et ça c'est une vraie citation, je dis pas de conneries, il dit que c'est sa version occidentale de Chow Yun-Fat, voilà, c'est le défi. Okay. Le Fat, on est d'accord maintenant. C'était un mec qui pouvait tout jouer et que voilà, en fait, il a besoin d'un alter ego devant la caméra, John Woo, parce qu'à la base, il veut être acteur, donc il a besoin d'un mec qui lui ressemble. Et il trouvait en John Travolta ce qu'il avait du Chow Yun-Fat. J'ai toujours pas compris pourquoi il avait dit ça, mais il le trouvait, sensiblement proche, quoi. Et donc, en fait, c'est un film qui illustre avant tout les problèmes de John Woo aux États-Unis, c'est-à-dire ce moment où, vu que tu sors d'une extrême période de frustration, au final, tu t'es ramené, t'as une personnalité très forte, en tout cas cinématographiquement, dans la vie pas vraiment, mais en tout cas à l'écran. Et du coup, là, pour la première fois, t'as les coups des franches. Et en fait, tu fais ce que tu veux. Et tu fais tout. Tu fais ton best-of, au point où ça en devient parfois indigeste. Parce que, qu'est-ce que c'est que John Woo ? C'est un truc qui s'appelle l'Heroic Bloodshed, donc c'est le carnage héroïque en français. C'est The Killer, par exemple, qui est le plus gros représentant de ce truc-là, une balle dans la tête, etc., etc. Et donc, en fait, il prend toutes ses obsessions, et il les met dans Volte-Face complètement, au point où ça en devient parfois indigeste, c'est-à-dire que c'est le cinéma du symbolisme absolu. John Woo, il aime bien les symboles christiques, du coup là on te met des plans hyper exagérés sur des croix. Nicolas Cage en prêtre. Avec des cuts, Nicolas Cage en prêtre, les bras écartés. T'as un truc qui s'appelle l'impasse mexicaine, qui est un truc qu'ils ont créé à Hong Kong.
on appelle ça comment quand t'as une impasse mexicaine plus 1, plus 2? Bah justement, c'est toujours l'impasse mexicaine. En fait, c'est un truc qui vient de Sergio Leone à l'origine, hein, du Bon Labeur et le Truand, par exemple. Et c'est Ringo Lam qui avait ramené ça aux États-Unis, à Hong Kong, quoi. Et du coup, John Woo, il en a fait une sorte de spécialité. Là, d'habitude, une impasse mexicaine, c'est à peu près 3 personnes. Là, ils sont 7 ou 8, je crois. Je sais plus. Et en fait, trop. Ouais, ils sont beaucoup trop. Et en fait, voilà, c'est juste un film qui est, à mon sens, hyper jouissif, hyper réussi sur plein d'aspects, parce que John Woo, ça reste un tueur, hein. Enfin, on en dira ce qu'on veut, mais en termes de chorégraphie de l'action, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent, en tout cas en termes de trucs un peu romantiques comme ça, mais en fait qui représente, à mon sens, tout l'échec de la venue de Hong Kong à Hollywood, et que ça m'emmerde toujours de voir des gens citer volte-face en premier lieu quand ils parlent de John Woo, quoi. Tu vois, ça m'emmerde vraiment. En fait, t'avais des comptes Alors avec qu'il y a Mission Impossible 2. Alors, Mission Impossible 2, c'est le film d'après, c'est encore pire. Où là, là, c'est une guerre d'ego pour le coup, parce que sur Volte-Face, il avait pas de contrepoids. Là, il avait Tom Cruise. Mission Impossible 2, il y avait Tom Cruise, bon, et voilà, quoi. Mais tu vois, dans une filmo qui comprend, au hasard, en tant que film d'action ultime à toute épreuve, donc Hard Boiled, ça m'embête toujours de voir les gens défendre Volte-Face corps et âme, quoi. Donc voilà, il fallait que j'en trouve un, je voulais rebondir sur l'actu, donc voilà, ça me fait marrer, quoi. Après, regardez Volte-Face, franchement, ça vaut quand même le coup. C'est marrant. C'est marrant, et c'est filmé de ouf. Donc, il y a pas de problème. Non, mais vraiment. Et c'est monté de fou. Le dernier quart du film est bon. Il y a pas à chier. Ah ouais, non, mais clairement. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de me demander, et je me pose souvent la question de comment ça a pu avoir ce succès-là. Tellement c'est un objet bizarre, dans le paysage hollywoodien, quand même. Les 30 premières minutes du film, pour moi, ça vient vraiment de la direction d'acteur qui est... Il y en a pas. Figure-toi qu'il y en a une, mais c'est une direction d'acteur pleinement Woo-esque, c'est-à-dire John Woo est connu pour écrire ses films au jour le jour. Sur le plateau, quoi. Sur le plateau, quasiment, ouais. Bon, là, il avait déjà un scénar, hein, parce que je crois que c'était Oliver Stone qui était dessus avant. Finalement, il s'est barré. Je serais pas étonné qu'il ait changé un tas de trucs à la volée sur Volte-Face, parce qu'à la base, ça devait être un film de SF. Finalement, il avait bataillé pour que ça devienne un polar. C'est pour ça la prison. C'est pour ça, c'est pour ça, parce que moi, il y a un moment, j'ai tourné les yeux, j'ai l'impression de regarder Super Mario le film. Parce qu'ils ont les mêmes boots. C'est un peu dur. Dans cette prison, tu vois, c'est... Et à la base, science-fiction, et ça devait être Stallone et Schwarzy. Au rôle titre aussi. Ça, mais quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça génial, moi. Manu, de ton côté, toi, le film? Bah, c'est un film d'enfance ou d'adolescence, comme vous le suggériez. C'est un film que j'aime bien. Par contre, à chaque fois que je le revois, c'est quand même une catastrophe. C'est quand même mauvais, même si j'adore, quoi. Je pense que John Travolta, Nicolas Cage, il est quand même célèbre pour avoir des rôles over the top. John Travolta dans ce film en mode méchant, c'est quand même incroyable. À chaque fois quand il fait son truc de main sur le visage de sa fille, je trouve ça hyper malaisant, là. Mais justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu sais ce qui est encore plus génial et frappant dans ce film, mais encore plus, je vais dire, c'est mon bonbon, c'est John Travolta qui imite le jeu de Nicolas Cage. Oui. Bah oui. Et oui, c'est nul, hein. Total. C'est ça qui est génial, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et ce film me fait beaucoup marrer pour ça. Et puis les répliques, genre j'adore sucer des abricots, des trucs comme ça. Oh mon Dieu. Parce que je l'ai revu en VF aussi, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Moi, je le trouve mieux en VF. Hein. Ah, peut-être. Mais c'est... Pour rire, quitte à rire. Je disais, ouais, mais bon, en plus, le concept même d'enlever le visage pour le poser sur quelqu'un d'autre et que ça marche tout bien, tu passes un coup de laser et ça referme tout, et puis après, t'effaces les cicatrices au laser. C'est quand même génial. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un film comic book des années 90. Il le refait dans Mission Impossible 2 quasiment. Hein. Il reprend les masques, c'est pareil, quoi. Franchement, c'est un film que je peux pas détester parce que je l'ai beaucoup trop aimé étant gamin. Là, la différence, on en parlait il y a pas longtemps, Luc, de la famille Addams. Ouais. Il tient mal le revisionnage quand même. Hein. Je l'ai revu là, j'ai revu les 3 autres films ou vus d'ailleurs depuis hier. Volte-Face, je me le suis parfait parce que j'ai dû le voir il y a 2 mois. Et franchement, c'est difficile quand même. Ça t'a choqué le revisionnage? Bah, à côté de d'autres Nicolas Cage des années 90, tu vois, quand je prends Les Ailes de l'Enfer, Rock, Snake Eyes, des trucs comme ça, c'est toujours un plaisir de les voir ces films. Que des bons films, hein. Mais vraiment. Mais Snake Eyes, j'adore. Hein. Moi, mais Rock, aussi. Mais oui, mais Rock, Snake Eyes, mais même Les Ailes de l'Enfer. Les Ailes de l'Enfer, il est incroyable. Oui, qu'on en parle. Hein, carrément. C'est quand même un pur film. Un bon actionneur des années 90. À côté, Volte-Face, ça fait quand même pas de figure, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a un truc que tu peux pas retirer à Volte-Face, c'est sa mise en scène d'action. Enfin, comme disait Karim, le dernier quart d'heure, les fusillades dans l'aéroport et tout. Et ça, c'est complètement à mettre au crédit de John Woo. Ah, bien sûr. De toute façon, qui est un
qui est un réalisateur d'action de malade. Ça fait vraiment collaboration où il y a ça se voit qu'il y a deux univers qui s'entrechoquent. Bah, c'est le thème du film en fait, quasiment. Ouais, mais ça marche vraiment pas. Il y a plein de trucs. Enfin, et par exemple même dans le concept, c'est con, ça te prend pour un con, tu vois. Genre lui disait ouais, genre changer juste de visage, ça marche, mais genre c'est con ce que je veux dire, mais quand John Travolta, qui est méchant dedans lui maintenant, se tape... par exemple, il y a un truc tout con, il change pas de corps. Je veux dire, comment tu peux taper la femme de ton pire ennemi sans qu'elle se rende compte de rien? Je veux dire, c'est... Ils ont ajusté la taille de la bite, je pense. Ah ouais, ils arrivent à faire ça avec la voix. Est-ce que tu te poses vraiment ces questions? Bah si, moi, au bout d'un moment, si, quand même, c'est en mode, mec, tout ton concept tient sur le changement d'identité. Ouais. Même le méchant se prend trop la tête. Genre, je vais prendre sa place pour faire ci. Je veux dire, oh, tu veux me mettre dedans? Y a pas de souci, mais fais ça bien. Je veux dire, ce film ne va pas, à part les scènes d'action, bien évidemment, mais... Il y a aussi le fameux truc, c'est tellement une mission secrète que tu butes 2 personnes et puis personne ne prend la mission, tu vois. Ouais. Et du coup, le film repose aussi sur ça, parce que sinon, il a beau avoir le visage, c'est pas grave, quoi. En fait, par contre, là où il arrive à aller au bout de son concept par moment, et je le trouve intéressant, c'est qu'il réussit, tu sais, à vraiment brouiller les pistes, dans le sens où il réussit à faire, au moment où t'as l'inversion des visages, donc l'inversion des identités, et ben en fait le monde continue de tourner de la même manière autour d'eux, quoi. Mais du coup toi ça te change complètement ton point de vue de spectateur, tu vois, dans le sens où les flics au début c'est vraiment le camp du bien, tu vois. À partir du moment où tu changes de leader, bah pour le coup ça devient le camp du mal, quoi. C'est l'inception, tu vois. Et ça je trouve que ça fonctionne pas trop mal, quoi. Ça fonctionne plutôt bien. Et c'est l'un des rares trucs positifs du film, ça, de justement un truc que toi en tant que spectateur tu as et que toute la diégèse normalement n'a pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et ça c'est ce qui tient un peu, parce que ça donne des moments fun, comme des moments de discrédit où t'y crois pas, en mode non les gars arrêtez, quoi. Je veux dire, ok, tu t'es fait opérer, mais mec, quand même, je sais pas, on change pas comme ça. Cette scène gênante où John Travolta drague sa fille, enfin celle qui est censée être sa fille, du coup, moitié. Mon Dieu. Ultra gênant. Ouais, mais c'est peut-être normal en Asie, hein. Ouais, puis la scène du retour de John Travolta à la fin après l'opération, quand il revient, il finit par adopter le fils d'ailleurs de son... Bah bien sûr. C'est ça qui est ma boule en termes de symbolisme encore, quoi. Après c'est tout le défaut du symbolisme, tu sais, c'est que tu peux y voir ce que tu veux, quoi. Donc en fait, si tu te branles un peu les neurones, tu peux presque te dire que c'est une parabole de la situation du truc, quoi, tu vois, parce que t'as 2 mecs qui échangent leur visage et au final qui se fondent en un et ça marche pas trop, quoi. Bah, ce qui est con, c'est que le film laisse trop de temps pour se penser à ça. Il aurait dû laisser juste... Non, mais je pense vraiment qu'il pense pas à grand chose. Non, mais dans le sens où John Woo, il pense pas à grand chose historiquement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'action, un espèce de truc chorégraphié comme un film de sabre, tu vois, un truc romantique, quoi. C'est vraiment de faire ça au bout. Et moi, voilà, c'est juste ça. Je me disais, putain, la vache, on a une telle levée de bouclier pour ce film. Est-ce que vraiment il la mérite? Je pense pas, quoi. Mais qu'est-ce que pourrait apporter un remake, justement? Est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est une suite? Un remake, suite, il me semble. Il parle de faire une je sais pas, parce qu'une suite, déjà, ça convoque forcément les acteurs originaux. Ouais, bah, tu me diras, pas forcément. Concept, tu peux faire n'importe quoi. C'est vrai que quand on y pense. Pas forcément, tu gardes le concept et c'est tout. La technologie est là et ça en fait une. Effectivement. Non, par contre, juste ce que je voulais appuyer quand même, parce qu'on parlait de Nicolas Cage avant, c'est qu'en fait, Nicolas Cage, mine de rien, il est complètement cohérent avec une espèce de culture du jeu asiatique, quoi. Dans le sens où c'est un mec qui cabotine comme jamais, déjà à ce moment-là. Hein. Il est pas encore dans sa période de TV, mais il vient assez vite quand même. En fait, il est complètement cohérent avec la manière de jouer des acteurs hongkongais, quoi, ou chinois. Parce que nous, c'est vrai qu'on a un point de vue un peu occidentalo-centré, quoi. Sauf que chez eux, en fait, le surjeu, l'appui total de l'émotion à un point où toi, ça te paraît ridicule, c'est quelque chose de complètement cohérent là-bas. Donc, je pense que la direction d'acteur existe vraiment, en fait. Tu sais, dans le sens où vraiment, on lui a demandé d'appuyer. En fait, il avait presque le casting parfait. Hein, entre John Travolta, qui est quand même un acteur relativement polyvalent, quoi, on va pas se mentir, et Nicolas Cage, qui est très fort quand il s'agit de cabotiner. En fait, il avait le casting qu'il voulait. Et en fait, c'est presque le problème, c'est d'avoir eu autant de liberté, parce que c'est le film sur lequel il a le plus de liberté. Après suit Mission Impossible 2, Wind Talkers et Paycheck, voilà, ça va pas arrêter de tomber, quoi. Et c'est le film sur lequel un Hongkongais a eu le plus de liberté à Hollywood. Et en fait, je pense que c'est aussi le problème. C'est-à-dire que, voilà, là, tu fais ton best-of, quoi, clairement. Si tu veux faire le parfait John Woo pour les nuls, tu montres volte-face, tu vois. Dans le sens où si tu veux toutes les tropes et toutes les obsessions de la mise en scène de John Woo, bah, elles sont toutes là, elles sont condensées en 1 heure, tu vois. T'enlèves l'aspect narratif, on s'en fout. J'aurais peut-être dit Mission Impossible 2, justement, tu vois. Ouais, mais sur Mission Impossible 2, c'est vrai, t'as raison. Peut-être la vraie course-poursuite dans Volte-Face. La course du bateau? Bien sûr. Bah, à la fin, ouais, mais c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'après, ça manquerait de ça, là, gars.
Ouais, mais après, le fait de mettre en scène des courses-poursuites, c'est pas un truc qui est normalement très présent chez John Woo à l'origine, tu vois. Enfin, je veux dire, je sais pas, hein, mais après, tu filmes pas un paysage américain comme tu filmes Hong Kong, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même ville, ça marche pas pareil, mais ouais, effectivement, voilà, je trouve que c'est un film sur lequel on s'enflamme beaucoup pour le défendre aujourd'hui, alors que bon, au final, c'est un des films les plus mineurs de sa filmo, quoi. En tant que tel, si tu l'enlèves juste de la filmo de John Woo, si tu le prends en tant que film, en soi, effectivement, c'est pareil. Enfin, il est marrant. Il y a des films, films qui font sensiblement en termes de mise en scène la même chose, tu vois, et qui ont pratiquement aucun des défauts de volte-face, quoi. Peut-être que celui duquel tu peux le plus le rapprocher, en fait, c'est The Killer. Parce que tout le symbolisme christique vient de The Killer, quoi. Tu vois, où ça se finit carrément dans une église en feu. Avec des colombes. Avec des colombes, bah oui, des colombes, les fameuses colombes, voilà. Mais tu vois, avant, elles avaient un sens, les colombes, tu vois. Là, maintenant, il en faut partout. Et c'est pire. Et après, ce que Manu dit, c'est là où il a raison, c'est qu'en fait, t'as presque encore plus de forcing de John Woo dans Mission Impossible 2. Mais c'est parce que là, pour le coup, il n'arrivait pas à s'imposer. Donc, devant Tom Cruise, qui avait déjà son espèce de melon, là, qui voulait faire une série à sa gloire, quoi. Et ben, John Woo, du coup, il en fout partout pour montrer qu'il est là, quoi. Tu vois, le film, il commence sur une séance d'escalade. John Woo, il atterrit les bras en croix, quoi. Pas John Woo, Tom Cruise, il atterrit les bras en croix. Et là, t'as vu 5 minutes, tu fais OK, c'est parti, quoi. Donc, il y a des lunettes qui explosent. Il a des lunettes qui explosent, effectivement. Ce qui, ça, me semble plutôt une bonne idée, mais voilà. Donc non, film mineur, volte-face, mais voyez-le, hein, en termes de mise en scène d'action, c'est quand même assez frappé, quoi. Ça va. Alors, juste un truc, sur le vouloir encore, ça fait en 3 émissions que je tourne là. Ça fait 3 fois qu'on parle de la même personne sans trop l'évoquer. C'est CCH. Ah oui, Ponder, ouais. Qui est donc dans Avatar, qui joue la chef chamane des Na'vi. Ah putain, elle est dedans. Ah ouais. Ah merde. Non, ouais. Et qui est aussi dans Volte-Face, et dont on a parlé dans The Shield. Avatar, elle est là que virtuellement. Ouais, mais bon, elle est castée à la. Non, t'as raison. Ouais. C'est vrai. Tu vois, comme quoi, elle est partout. Hein. Putain, donc ça veut dire en 2 jours, on l'a cité 3 fois, quoi. C'est beaucoup quand même. Personne d'autre n'a fait ça. Personne d'autre n'a fait ça. C'est la première fois que vous entendez ça dans un podcast. Notez-le bien. Voilà. Allez, c'est parti pour le dernier film de notre liste, Ready Player One. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Donc Ready Player One, sorti en 2018, réalisé par Steven Spielberg et écrit par Zach Penn et Ernest Cline, adapté de son propre livre Player One, sorti en 2011. Ready Player One nous fait participer à une formidable chasse au trésor dans un univers virtuel nommé le Oasis, dont notre héros Wade, interprété par Ty Sheridan, va se lancer à corps et âme avec ses amis qui vont devoir récupérer des easter eggs afin de devenir les rois du monde. Alors Manu, c'est toi qui nous as choisi ce film dans la catégorie des films les plus surestimés. J'ai envie de te dire, je pose la question pourquoi, mais je le sais aussi parce que je pense qu'on va être d'accord sur ce point-là. C'est de la merde ou pas? Pas loin. Non, bah écoute, Ready Player One, je parlais de ma découverte d'Avatar tout à l'heure. Ready Player One, j'avais un peu le même avis quand il a été annoncé pour le cinéma. En pire, je pense, parce que là, c'était pas pour nous montrer une prouesse technique, mais pour nous tartiner de la référence de fanboy dans tous les sens. Ce pourquoi je ne trouvais aucun intérêt, en fait. Donc je l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai pas attendu 12 ans, et peut-être que j'aurais dû attendre 12 ans pour... Et là, tu l'aurais kiffé à mort, parce qu'en 12 ans, il sera réhabilité, mon gars. Je l'ai vu en rip quand il est sorti en rip derrière, désolé, même pas été chercher. Aucun respect pour les artisans visuels, quoi. Elle a pas de respect du tout. Si les gens d'Adopi nous écoutent... Mais en même temps, en voyant le film, ils avaient pas de respect pour moi non plus. Je trouve que y a rien, moi je sauve rien dans ce film en l'occurrence. Je trouve que c'est un film de vieux boomers qui n'ont pas compris la génération d'après ou les références d'après, qui adapte un mauvais livre en plus, parce que c'est un livre à la base, et que pour en avoir lu des bouts, c'est très mauvais dans l'écriture.
Si ce n'est tartiner de la référence, bah c'est pareil, il y a pas vraiment d'intérêt à ce livre et du coup je trouve ça assez dégueulasse dans ce que ça montre. Pour moi, les dialogues du film, la moitié c'est des dialogues de vendeurs de comic book dans les séries quand ils sont parodiés, genre dans les Simpsons ou dans Malcolm quand ils vont chez le vendeur de comic book. C'est vraiment un truc de ouais, moi je suis un vrai, je connais toutes les références, je peux te citer tel truc et du coup c'est Twitter mon gars. J'ai une légitimité dans mon truc, tu vois. Côté de ça, bah c'est aussi un film de sauveur blanc, un peu comme Avatar d'ailleurs, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment l'élu blanc qui va sauver Sabel et le reste du monde. Ouais, je trouve que et puis la conclusion de fin, c'est quand même la réalité, c'est très réel. Oui. Et enfin. Je veux dire, en gros, c'est déconnecter de Twitter 2 jours par semaine, ça vous fera du bien, mais ouais, peut-être que t'as une vision étriquée de la situation, je sais pas. En tout cas, je trouve vraiment que c'est un film de vieux con, alors que Spielberg, il a réalisé mes 2 films préférés qui sont E.T. et Jurassic Park. Donc vous pouvez aller en commentaire cracher sur E.T. et Jurassic Park. Oui, si vous êtes fan de Ready Player One, t'aurais pas dû le dire, du coup. Non, mais pas de ça problème. Ça annule tout le reste, là. Mais pour moi, là où Avatar, j'ai trouvé un intérêt au moins visuel, là j'ai rien trouvé. À chaque fois que ça tartine du Deathstroke, du Harley Quinn dans un coin ou du Overwatch, le pire c'est que c'est un film qui se projette dans le futur en ayant des références qui 2 ans plus tard sont déjà datées. Qui datent de 2016. Mais justement. Et ouais, c'est ça. Et du coup, quand le mec il fait ouais Artemis, j'ai vu alors déjà Artemis Percival, personne avant eux n'avait réservé ce pseudo, sérieusement. Mais là les gars, que vous rentrez dans des considérations. Non mais ça n'a aucun sens. Quand il lâche, j'ai maté tous ses live Twitch, j'ai fait non mais ok, mais je sais pas, projette-toi dans le futur, projette-toi dans quelque chose d'autre. Moi, revoir le dinosaure Jurassic Park ou le géant de fer, non, ça m'intéresse pas tellement dans ce contexte. Et franchement, quand c'est pour lâcher des motos d'Akira, des DeLorean, vraiment c'est 7 références à la minute juste pour montrer que t'as la référence. J'ai trouvé zéro intérêt à ce film, quoi. Vraiment, et le revoir une 2e fois, ça m'a fait mal. Mais il fallait que je retrouve mes arguments de l'époque quand je l'ai vu, mais ça m'a fait très mal de le revoir quand même. Donc toi, c'est vraiment le côté clin d'œil forcé, over, enfin le trop plein de clin d'œil à chaque fois qui t'envoie plein la gueule. Et le pire, c'est que le méchant du film représente vachement ceux qui l'ont produit, j'ai l'impression quand même. Mais t'as raison. Et il représente 70% des mêmes méchants parce que vu que c'est le même acteur. Aussi, mais en plus Ben Mendelsohn, il a pas de chance. Hein. Il est vraiment acteur dans des mauvais films. Enfin, il est vraiment méchant dans des mauvais films. Non, Ben Mendelsohn. Il est très bon dans Animal Kingdom. Et dans Rogue One aussi. Je sais pas de quoi tu parles. C'est un bon méchant dans un mauvais film, c'est pas de sa faute. Effectivement, Rogue One, c'est tellement tout. C'est tellement bien. On aurait dû le mettre, Rogue One, on est con. Regarde, j'en ai déjà parlé, c'était mon premier RVLT. Il y aura le cheat list spécial Star Wars où on faudra élire le pire Star Wars. Ouais, mais non, mais tu peux pas mettre Rogue One là-dedans quand même. Trop facile. Il y a trop de concurrence. Ouais. Non, ouais, Rogue One, il sera pas dans les pires. Non, c'est pas possible. Le 2, le 9, le 3, le 1. Bref. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment de la merde. Ok. Et putain, c'est. J'ai écouté des gens en parler en bien, des gens essayer de m'expliquer le truc, et à chaque fois, ce que je ressors de tous ces arguments, c'est que vraiment des personnes que j'apprécie pas, du coup. je serais pas capable d'être ami avec eux, je pense. Ok, bah ce soir, ça va mal se passer. Il vient de poser une barrière. Non, moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi, fort heureusement. Sinon, j'aurais une vie de merde. Non mais vas-y, convainc-moi. Non, mais attends. C'est pas mon travail. Hein. D'abord le boulot. Karim, t'es dans quel côté, toi? En fait, je vais pas mal paraphraser Manu. À savoir, en fait, moi, Ready Player One, je l'ai fui jusqu'à pour ce qu'on fait là. C'est un film que je comptais pas voir parce que, en fait, j'étais frileux quant à ce qu'on allait me proposer en bande-annonce, quand je suivais ainsi de suite. Je suis pas allé le voir au ciné et les gens qui m'en ont parlé et qui ont aimé, ils m'ont décrit les raisons que moi j'aime pas déjà. Je veux dire en mode ouais mais ça fait trop de clins d'œil, trop de références, machin. Il y a la moto d'Akira. Toujours avec. En fait c'était toujours pareil. J'avais qu'une seule question et c'était en mode est-ce que ça a l'air con, c'est pas faire le péteux, mais est-ce que genre les clins d'œil sont pertinents ou est-ce que c'est juste qu'on t'a éjaculé la référence. Et donc on m'avait clairement fait comprendre que oui, c'est pas que c'est impertinent, mais c'est déjà cool. Ok, bon laisse tomber. Et donc je l'ai vu et je suis resté sur mon avis en fait. Je veux dire pour moi c'est fun. Hein. Je peux pas dire que c'est pas fun, mais c'est non. Et puis je me sens un peu vexé, un petit peu. Tu vois, je veux dire c'est qu'en plus on va te creuser jusqu'à la fin ou le plus proche c'est l'Atari 2600. Enfin, on va vraiment creuser jusqu'à la fanbase des gens qui ont le plus de culture pour te faire kiffer.
Et peut-être que l'intention était bonne à la base, mais j'ai trouvé ça mal fait. J'ai l'impression, enfin, ça fait très supermarché en fait. Et les supermarchés, des fois, c'est cool, c'est bien fait. Tête de gondole, elles sont cool, y a pas de souci. Mais moi, ça m'emmerde un peu. Et ça m'emmerde en plus surtout que c'est quand t'es considéré autour de toi comme un geek. J'aime pas l'expression, mais quand on va te dire, t'as vu ça, t'as dû kiffer, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je suis pas censé avoir d'esprit critique. Il faut vraiment mépriser cette expression. Ouais, mais je suis d'accord. Mais tonton à Noël qui a trouvé ça cool et qui te dit ouais, t'as dû kiffer, c'est pas l'air de Retour vers le futur et tout. Non. Ouais, mais ça devient une obligation. Et puis genre, je devais de toute façon, que ce film est sorti, que je le veuille ou pas, j'avais un rôle à jouer, soit pour l'aimer, soit le détester. Déjà rien que cette place-là m'a vénère, parce que vu que le film, on savait que s'adressait à moi, il fallait que j'en ai un avis dessus, tu vois. Donc ça fait beaucoup de choses qui déjà m'ont mis dans des conditions pour pas avoir envie de voir le film. Et quand je l'ai vu, j'aurais la politesse de dire divertissement sur 20 parce qu'il y a quand même du taf quoi, mais vraiment pas plus. C'est parce que j'ai envie d'être plus vexatoire de ça quoi. À la rigueur, il y a un truc que je pourrais sauver dans les références et tout, c'est dans la repro de Shining, c'est le seul truc vraiment qui a de la dans la repro. À la rigueur, ça c'est beau. Ouais, quoi. C'est pour avoir fait pareil j'avais vu des critiques, tu sais, gens qui en parlent. Et les gens qui ont le même avis que moi, c'est de la même chose. C'est en mode, la repro de Shining est vraiment bien. On sent que là, il y a quelque chose de bien. Ouais, c'est cool, c'est vrai, et c'est vrai. Mais ça fait vraiment produit indus quoi. Je dis ça en étant un mec qui déteste les gens qui mettent Shining au-dessus de tout, genre c'est vraiment le plus grand cas cinématographique de l'histoire. Alors que non. J'en ai vu des gens qui étaient capables de me parler 1 heure de ça. À la rigueur, c'est un bon film, mais ouais, mais c'est très bon film, mais c'est pas un chef. C'est même pas le meilleur Kubrick, large quoi. Tout à fait. J'ai pas grand-chose en fait à rajouter de plus que ce qu'avait dit Manu. Je reste timoré parce que par contre, je suis vraiment resté je sais pas 2-3 ans sans l'avoir vu, tu vois, et je l'ai vu pour une cause. Je l'ai vu pour faire un truc, pour en parler. Je l'ai pas vu pour moi, donc ça va, tu vois. Je veux dire, ça passe, je l'encaisse. Mais on dirait que ça fait un peu film de SF fait par Jacques Séguéla. C'est triste. Voilà. Oh là, c'est sorti de loin ça. Oh, c'est sorti de loin. Elle est arrivée d'où celle-là? Putain, on n'était pas prêt. Personne n'était prêt. Merde. Je finirai là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je dise moi? Ouais, Marvin, toi qui nous a fait tellement chier qu'on a dit Ready Player One. J'ai rien dit. Non. Alors après, moi, je vais vous rejoindre sur quelques points. Déjà, le livre est atroce. Le livre dont l'œuvre est adaptée est un enfer absolu. Et j'ai l'impression que vous me parlez du livre depuis 10 minutes. War Games est un super film. Grosse connerie. Voilà. War Games est un super film. La scène de Shining, en fait, c'est War Games dans le livre. Ah merde! Complètement bête. Ah! Bah ouais, déjà. Alors donc, moi, Ready Player One, qu'est-ce que je peux dire sur Ready Player One? Dans la décennie 2010, c'est un de mes films favoris en termes de divertissement, familial, on va dire. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais pas chercher à vous convaincre, j'en ai rien à branler. Non, mais c'est vrai, je veux dire, je suis pas un VRP. C'est très bien. Je suis pas Le mec refuse de prosélyte. Non, parce que je suis complètement d'accord avec le fait que vous n'aimiez pas quelque chose, encore heureux, donc on a le droit de le faire. Voilà, moi j'aime beaucoup le film déjà. Alors peut-être qu'il y a un certain fanboyisme de Spielberg qui s'exprime ici, ce que je veux bien concéder. Donc moi je vois plein de choses dans Ready Player One, mais j'y vois tout ce que les gens n'y voient pas. En tout cas, j'y vois pas tout ce que tout le monde voit. Je sais pas ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que je vois pas de coup de coude, je vois pas d'accumulation de références. Moi je trouve ça hyper premier degré, ce que vous dites, mais non, mais vraiment. Moi j'y vois le plus grand pourvoyeur de pop culture au cinéma depuis les années 70, probablement. Avoir une espèce de triple réflexion, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression de voir Spielberg partout dans ce film, c'est-à-dire que c'est une sorte d'auto-ode, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu le revois dans le personnage principal, physiquement, qui est son sosie absolu. Tu le vois dans le fameux James Hallyday, qui est le créateur de l'Oasis, donc qui est la représentation de ce qui va rester. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que t'as un mec qui a 70 ans et qui assume le fait que il va rester, que son œuvre va rester et qu'il faut vivre avec, tu vois, dans le sens où il faut l'assumer et pas faire n'importe quoi. Et Spielberg, je pense qu'il se voit même, en fait, et c'est là où Manu a raison, dans le personnage du méchant de Nolan Sorrento, en fait, tu vois, parce que Spielberg a donné beaucoup d'interviews et il est conscient de l'impact négatif aussi de sa carrière. Il sait qu'il a créé des monstres, il sait qu'il a bâti les fondements d'une industrie qui lui plaît pas aujourd'hui, de toute façon. Alors il y a des trucs qui sont peut-être trop ostentatoires, notamment le fait que le méchant justement est comme Avatar un Superman. Au moment où le film sortait, Spielberg était en train de prédire la mort du film de super-héros dans les 10-15 ans à venir, donc voilà, admettons. Mais en fait non, moi j'y vois vraiment un mec qui a une réflexion assez poussée sur lui-même, qui est complètement conscient de son empreinte et de ce qu'il va laisser, ou pas, des conneries qu'il a faites, et qui continuera certainement de faire de toute façon. Pour revenir à ce qu'on en disait, des fameuses références qui sont déjà datées, oui, je pense, mais je pense justement que le souci c'est que on peut y voir une espèce de réflexion, alors peut-être très naïve encore une fois, là je suis d'accord, sur le fait que ces mecs-là sont censés vivre dans un futur assez lointain,
fin, je sais plus, c'est quoi la temporalité là, c'est 2047, un truc comme ça. après la guerre de la bande passante. Le jeu sort en 2025 ou 2027. Ouais, je sais pas. Et que ces mecs-là sont encore en train de se représenter sous des avatars issus de la pop culture des années 80-90, ce qui en soi est quelque chose de très triste. Et Avec ce qui en la BO soi des années 80. Avec la BO des années 80, ce qui en soi est très fort dans le sens où Spielberg, on le sait, je pense qu'on le sait, est le cinéaste absolu du symbolisme de toute façon. Donc encore une fois, on en parlait avec John Woo, le symbolisme, tu vois ce que tu veux. Mais pour moi, c'est ça. C'est des mecs qui, dans le futur, sont toujours cachés derrière des avatars des années 80-90, au moment où on a une espèce de revival dégueulasse qui s'amorçait déjà, avec Stranger Things et ce genre d'aberration. Tu vois. Donc moi, en fait, j'y vois plutôt ça. J'y vois pas un coup de coude. Alors, moi, je suis d'accord sur un truc. Il y a des moments où Spielberg, il s'auto-congratule. Ça peut poser un problème. Exemple, la moto de Kaneda from Akira. Parce que on parlait de James Cameron tout à l'heure. Il te dit pas ça comme j'ai entendu des bêtises. Tu vois, j'ai entendu des bêtises du genre, oui, il y a que les références asiatiques qui sont même droppées. Déjà, c'est faux. Et en plus de ça, il te dit pas ça parce qu'il prend le public pour un con. Hein. C'est juste parce que Steven Spielberg, aux côtés de James Cameron dont on parlait tout à l'heure, c'est un des plus grands promoteurs de l'animation asiatique aux États-Unis. Donc voilà, il te colle une référence comme ça parce qu'il veut te rappeler que c'est lui, voilà. Harvey Weinstein aussi, hein, c'est lui qui distribuait les Miyazaki. Hein. Merci. Ouais, mais il remontait les trucs de manière dégueulasse parfois, donc ça compte pas trop, quoi. Et il a beaucoup monté de trucs de manière dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Personne aussi. Donc Shaolin Soccer, voilà, je rattrape le truc un peu comme je peux. Et en fait, l'aboutissement de cette espèce de sincérité-là, c'est la scène pour laquelle on en revient toujours, c'est la fameuse scène de Shining, quoi. Mais qui est pas juste, comme je l'ai entendu à droite à gauche, un délire ou un espèce d'emprunt. C'est parce que quand on connaît la relation entre Kubrick et Spielberg, en fait, c'est un truc qui a beaucoup de sens. Le fait qu'il arrive avec ces personnages complètement inadaptés, qui sont des personnages Spielbergiens, quoi qu'on en dise, pour arriver dans le film d'un de ses collaborateurs les plus chers, tu vois, le mec dont il a fini le film, quoi. C'était IA, ouais. Artificial Intelligence. Et pour terminer, enfin quand même, et c'est là où on en reviendra à un autre grand désaccord. Hein. Moi, le cinéma, pour moi, c'est avant tout de la mise en scène et de l'innovation technique. Et en fait, je trouve que le film est monstrueux là-dessus, quoi. Quoi qu'on en dise. À côté d'Avatar, je le trouve passable à mort, moi. Non, moi je trouve pas. Enfin, après, c'est pas. Si, il est quand même vieux. Il a déjà vieilli. Moi, je pense que la poursuite du début, elle vieillira pas. Elle vieillira jamais. En termes de lisibilité, la lisibilité, c'est important dans le cinéma d'action. Celle-là. Ah oui, non, mais la lisibilité de la course, ce soit sur le plan où il joue la course ou qu'il soit en mode développeur, là, quand il passe en arrière et on y voit en dessous la map. Ouais, c'est cool. Mais voilà, c'est. Dans 30 ans, ça lui donnera pas un côté Tron parce qu'il est tellement ancré quelque part, tu vois. C'est pas grave, ça. Ah, c'est une vraie question. En fait, moi, je le trouve pas ancré dans son époque, en fait. Pas tant que ça, quoi. Je trouve que cette mélasse la mélasse du film où on te met des cultures, enfin des références actuelles et le gros revival. Il y a assez peu de références actuelles, en fait. Hein. Ou alors, les références actuelles, elles sont peut-être contractuelles, si tu veux. Mais je pense que le cœur du propos n'est pas dans les références actuelles, justement. C'est le fait que t'aies des références, oui, des années 80-90, dans un truc qui est censé se passer dans le futur, tu vois. Et pour moi, symboliquement, ça, c'est extrêmement fort, quoi. Dans le sens où ces conneries-là, on n'en sort pas. Et peut-être qu'il faudrait commencer à être sélectif et arrêter de se planquer derrière cette espèce de nostalgie dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Et moi, qui suis vraiment un mec qui déteste au plus profond de mon être la nostalgie, vraiment, je supporte pas. Ça me hérisse les poils quand les gens sont uniquement capables de citer des films des années 80 parce que c'est leur enfance et leur adolescence, si tu veux. Ça vraiment, ça me fout la gerbe. Et en fait, pour moi, le film racontait complètement. En fait, le film embrassait mon point de vue, quoi. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Okay. Donc voilà. Et après, moi, je le trouve assez impressionnant en termes de mise en scène. Certes, moins impressionnant qu'Avatar. Hein, là, je vous rejoins. Je pense que c'est vraiment pas un marqueur technique, mais encore une fois, Steven Spielberg n'est pas historiquement un technicien. Un mec quoi. qui, alors. Il utilise des technologies qui sont déjà entérinées, qui sont déjà éprouvées. Mais c'est pas un pionnier, donc il te marquera pas la rétine comme le fait James Cameron, quoi, par exemple. Mais moi, je trouve le film hyper maîtrisé en termes de mise en scène, hyper maîtrisé en termes de performance capture, encore une fois, prévisualisation. La scène de Shining, quand même, elle est assez troublante quand on la voit, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est réel, ça l'est pas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film, et en fait, je le revois régulièrement, et plus je le revois, plus je l'aime. Donc voilà. C'est beau, ça. Donc voilà. C'est beau. Voilà. Moi, il y a quand même le côté, on y revient juste sur le côté effet visuel, tout ça. Je pense qu'en fait, non, j'ai réfléchi, c'est que ça risque pas de vieillir parce que vu que le monde virtuel se passe dans un monde virtuel, en fait, techniquement. En fait, ce qui peut vieillir, et ce qui est, à mon sens, volontaire, c'est le fait que la photo du monde réel est dégueulasse et fait un peu carton-pâte, ce qui, à mon sens, c'est quelque chose de tout à fait réfléchi. Parce que tu veux t'amuser à brouiller la frontière, en fait. On est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus confortable dans l'oasis que dans le monde réel.
Ce qui est un truc complètement un peu con, si tu veux, dans l'idée. Enfin, je veux dire, c'est pas une réflexion très poussée. Mais au moins, elle a le sens d'être bien illustrée visuellement. Enfin, en tout cas, ça fonctionne, quoi. Mais après, moi, là où j'ai un énorme problème avec le jeu, c'est que c'est... Enfin, le film, pardon. Putain, j'ai dit une connerie. Mais le truc, c'est que, effectivement, C'est un bon lapsus. Mais c'est un bon lapsus parce que je trouve que le film est un jeu, en gros. Enfin, c'est ça qui me saoule un peu dans ce film, c'est que, en fait, c'est un putain de jeu de piste. Bien sûr. Enfin, il est construit comme un jeu de piste. Mais il y a que les Et- deux qui peut trouver. Ouais, voilà. Enfin, bref. Néo guidé par Trinity, mais Trinity est quand même pas l'héroïne. Je trouve que c'est l'anti-cinéma par excellence parce qu'en fait, concrètement, tu suis. Enfin, là, c'est vraiment sur le premier degré, on est d'accord. C'est vraiment que sur le premier degré. Mais c'est juste chiant à suivre, quoi. Après, effectivement, moi, j'avais du mal à comprendre. Et t'as mis le doigt dessus, Marvin, justement, parce que ça fait 4 fois que je le vois. Et ça fait 4 fois que je me pose la question, est-ce que je dois prendre ça au premier degré, au second degré? Est-ce que je dois faire une certaine lecture? Et tu m'as mis une clé, c'est qu'effectivement, en fait, le film se divise en 3 périodes de Spielberg. Mais en toute fait. la carrière de Voilà. Spielberg, tu peux pas la prendre au second degré. Non, mais ça, je sais. C'est la base, Non. c'est le socle de sa filmo, c'est le symbolisme. Oui, quelque part. non, mais ça j'avais capté. Mais mais le je me problème, mais ça, la limite de cette démarche, et ça, je pense qu'il en est complètement conscient, c'est que le symbolisme, encore une fois, il y a des théoriciens du cinéma qui en ont parlé pendant des heures, tu y vois ce que tu veux. C'est aussi le souci. Tu peux le prendre comme un divertissement avec plein de clins d'œil, plein de références gavantes, et peut-être que ça va te faire chier. Et ça, je peux le comprendre. Moi, après, je le vois pas comme ça, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu quand même un certain, enfin, il y a eu certain Ah, mais succès moi, du je fait du comprends. premier degré. En fait, je peux comprendre le rejet de certaines personnes, peut-être, tu vois. Et moi, je vais En pas plus, aller- le film essaye de nous faire croire qu'Olivia Cook est moche. Ça fait du mal. Ah oui. Non, mais ça, par contre, c'est extrêmement maladroit. Il y a des choses que je m'explique pas là-dedans. Hein. C'est loin d'être un film parfait. Mais à côté, moi, je peux comprendre le rejet, si tu veux. Et j'aurais pas la prétention de te dire qu'il faut avoir des clés pour comprendre ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, peut-être que c'est pas ça du tout. Hein. Tu vois, peut-être que je me plante complètement. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'en retiens. Ouais, mais c'est ce qu'on te demande. Voilà, ouais, peut-être. Est-ce que le rejet, finalement, c'est pas lié au premier degré, Ah, justement? tu veux dire, il se moque de moi, il se moque de ma culture, il se moque de ma vie rétrograde. Peut-être. Un peu. Peut-être. Ouais, il y a ça. Peut-être. Il y a ça. Mais moi, ça me parle du coup, parce que moi, je pense pareil. mais je comprends que si t'es quelqu'un qui te complaît dans des années 80 que t'as pas vécu, peut-être. Peut-être pour ça aussi qu'il a peut-être un lever de bouclier aussi de la part de certaines personnes, qui est peut-être un peu Ouais, incompréhensible. mais après, moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que au-delà de l'aspect peut-être un peu réac qui peut lui être parfois donné, mais pas que sur ce film-là, ça date pas d'hier. Hein. Mais c'est que la critique majeure que j'ai vue, c'est que de la référence gavée jusqu'au bout, et puis il y a que ça. J'ai du mal à imaginer Steven Spielberg faire un film basé sur des références maladroites. Mais bon, voilà. Non, c'est juste que je trouve aussi le message premier degré, qui est la conclusion du film, un peu débile, tu vois. Un Elle est peu, niaise. un peu Elle est à niaise, côté de la naïve. plaque par rapport à la compréhension à la rigueur même de la complexité même des relations virtuelles. Littéralement, 4 mecs qui sont en train de faire des podcasts en s'étant rencontrés sur le net, tu vois. Non, mais c'est clair. C'est clair. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve, c'est pareil. En fait, la conclusion, je la trouve, en fait, je la trouve tiède, quoi. Tu vois, genre pas loin d'être bête, quoi. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, d'une naïveté. Il y aurait pas assez ça, peut-être confondante. que je le trouverais moins con, le film, tu vois. Peut-être que mon avis est biaisé par ça. Moi, je le trouve en fait, je la trouve surtout d'une naïveté confondante, quoi. Tu vois, genre, voilà, sortez de chez vous, arrêtez Bon, oui, d'accord, ok. Admettons. Mais en fait, c'est pas ça qui m'intéresse, voilà, tu vois. Donc, moi, après, on est complètement subjectif, hein, c'est normal, la critique objective n'existe pas. Donc, je pense qu'on y voit, moi, c'est tout le cœur du film qui m'intéresse, c'est le propos sur lui-même qui m'intéresse, véritablement. Et c'est la première fois où je pense qu'il montre un peu ce qu'il pense de son propre héritage de manière littérale, quoi. Avec ce qu'il a pu apporter, et il s'autocongratule, encore une fois, parce que qu'est-ce qu'il montre comme références qui sont propres à son univers? En fait, c'est que les mecs qu'il a adoubés. C'est que les mecs dont il a fait ce qu'ils sont. Tu vois, par exemple, oui, une DeLorean, parce que Zemeckis, le géant de fer, parce que... Zemeckis, il est tartiné dedans, un Retour vers le futur. Le géant de fer, parce que Brad Bird, tu vois. Les répliques de Terminator, parce que James Cameron. Voilà, c'est des mecs qu'il a adoubés pendant sa vie. Hein, donc, voilà. Et Stanley Kubrick avec Stanley Shining. Kubrick, pour le coup, c'est plus Kubrick qui l'a adoubé que Spielberg. Donc, c'est un petit peu la démarche inversée pour le coup, puisque l'histoire veut que Spielberg... était un immense fan de Kubrick et qu'il a un petit peu réalisé son fantasme en terminant le film du maître, quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs que
que la référence à Kubrick est celle qui est le plus de place quasiment dans le film, c'est parce que c'est vraiment lui pour le coup qui se met à la place du disciple, quoi. Et voilà, moi j'aime ce film pour ça. Je m'en fous un peu de son propos un peu réac, je dois l'admettre, c'est vrai. Par contre, c'est vraiment sa réflexion en fait sur lui-même, sur son héritage et sur donc ce qui fait de lui ce qu'il est dans le bon sens comme dans le mauvais sens, parce que il est aussi conscient que ce qu'il a fait de la pop culture, bah ça a beaucoup de travers, et voilà, je pense qu'il le sait, et je pense que le méchant Nolan Sorrento, c'est aussi un peu lui quelque part. Ouais, je pense que tu vois peut-être un message de Spielberg qui est bien caché derrière une production qui allait pas dans son sens quand même, mais je sais pas. Mais peut-être que je me trompe. À la rigueur, il y a un élément d'ailleurs du film que je trouve intéressant, mais qui du coup est zéro développé dans l'histoire, et que j'aurais trouvé plus intéressant à développer, c'est la relation entre Hallyday et du coup son partenaire joué par Simon Pegg, je me souviens plus de son nom. Exactement. Et je me demande s'il n'y a pas eu des coupes, parce qu'elle est vraiment très en surface. Et je comprends pas vraiment pourquoi Simon Pegg... parce que après, en cherchant un peu, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup d'une expérience perso aussi à Spielberg, quoi. Donc, ouais, je sais pas pourquoi il est un petit peu... Que c'est typiquement la relation que tu connais, qui est arrivée sur plein de projets où du coup les deux s'éloignent exact. Et deviennent presque ennemis, alors qu'au final non, il y a quand même il n'y a pas de trahison au final dans leur relation, et le personnage de Simon Pegg reste très attaché à l'héritage. Mais le créateur, une fois mort, en gros, enfin l'espèce d'entité qui reste de lui, donc en gros une sorte d'héritage qui mourra jamais parce qu'il a laissé plein de choses derrière lui, quoi. Donc ça c'est un truc complètement psychanalytique, quoi, tu vois, un peu psychologie de comptoir, mais quand même. Et en fait, oui, il se rappelle au fond que qu'il faut pas se séparer de ses amis, de ses collaborateurs, et que réussir tout seul quelque part, c'est de la merde, quoi. Ouais, mais ça c'est un bon truc du film, pas assez développé, tu vois. Ouais, c'est pareil. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas. Je pense par contre on connaît pas tant de choses que ça en fait sur l'extra-diégèse du film. Il y en a pas tant que ça des choses, tu vois, parce que tout ce qu'on a pu voir comme making of et tout ça, c'était beaucoup de featurettes promotionnelles, c'est dommage. La conception du film. C'est un truc qui est un peu nébuleux, donc je sais pas ce qui a disparu en fait. Mais je pense vraiment que le truc de la relation avec Simon Pegg, là, à mon sens, ça devait être plus développé que ça. Il y a très peu de scènes avec lui. Voilà, quoi. Pour finir, le coup final, justement, un peu vieux con, un peu vieux réac, du genre, oui, sortez de chez vous, aérez-vous, découvrez de nouvelles idées plutôt que de vous enfoncer dans un truc de pop culture ressucé, quoi. En gros, est-ce que finalement aussi c'est pas un message, je trouve, qui est plutôt dans le mouvement, quoi, parce qu'effectivement ce qu'on ressort à chaque fois, c'est toujours à chaque fois les mêmes choses, quoi. Moi, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que c'est le message de l'élu qui impose en fait sa vision aux autres. En fait, ce qui est pas cohérent, c'est qu'au final le mec c'est toujours ça sera toujours un organisme qui sera drivé par des gens qui seront au-dessus des autres. Ouais. C'est ce qui colle pas. Il y aura toujours une hiérarchisation, et puis ça ressemble à une réaction de collégien, tu vois, ça fait très arbitraire pour quelque chose qui est censé faire bouger les choses. Je trouve que ça fait conclusion un peu arbitraire, un peu facile. C'est parce qu'en fait, là, en vrai, le propos, comme tu disais, Luc, le propos il est bon, hein, en vrai. Je veux dire, c'est pas quelque chose de complètement critiquable dans un sens, on va dire, purement moral, quoi. Après, l'acceptabilité et la possibilité de la chose, c'est autre chose, quoi. Après, c'est un mec de 70 ans, hein. Non, mais ça joue. Ça fait un peu grand-père qui donne un conseil. Et moi, je reste impressionné que 2 des films d'action les plus maboules, à mon sens, en termes d'action visuelle, de la décennie 2010, aient été faits par 2 types de 70 ans, tu vois. Que ça soit ça, ou Mad Max Fury Road. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, ça me trouve quand même le cul. Et qui plus est, et ça sans vouloir faire un tacle, que ce film-là, il trouve tout son sens en sortant 3 mois avant la marvellerie totale, c'est-à-dire Infinity War qui arrivait 3 mois après, qui à mon sens partage les mêmes problématiques de coups de coude et compagnie, et qui a totalement échappé à ce traitement. Je me l'explique pas. Mais bon, admettons. Hein. Merci pour ces avis éclairés, c'était le dernier film de la liste, et maintenant on va passer au courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te
fumer. Alors le courrier du rando, ça va être un peu votre instant, votre moment pour vous exprimer sur les sujets dont on va parler. Donc là, pour les films les plus surestimés, sans surprise, on a eu quand même pas mal de Ready Player One, effectivement, Avatar ou tous les films de Nolan. Donc effectivement, ça a été quand même la bataille pour savoir qui c'est qui avait raison. Je vais pas tous les citer parce qu'on a quand même eu pas mal, ça compte sous une centaine, donc j'ai un petit peu la flemme. Mais certains avis sont un peu drôles ou peut-être déjà revus, mais ça peut être sympa d'en parler. Il y a d'ailleurs, on commence avec Frenchy Shooter qui nous dit que Titanic, bordel, 2 heures de chienlit pour 40 minutes de ce que tout le monde veut voir, le naufrage. Effectivement, ça pouvait être un peu long, mais Titanic reste encore une fois un film incroyable. On nous balance aussi, Alice Courtet nous dit Momie de Dolan. Effectivement, Xavier Dolan fait partie un petit peu de ces gens dont on comprend pas trop le succès. Mais ce sera pour un autre sujet, un autre moment. Alexandre Brofotron sur Instagram encore nous dit Elle de Paul Verhoeven. C'est assez surprenant parce que c'est le seul qui l'a dit, Elle de Paul Verhoeven. Il dit j'avais hésité à me barrer de la salle à 2-3 reprises. Effectivement, bon, Elle c'est quand même la première incursion de Paul Verhoeven en France. Et perso, moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé super ce film et ça me fait peur. Ça me fait pleurer que quelqu'un dise que c'est un truc surestimé. Deadpool 1, effectivement, Max Pilgrim sur Instagram nous dit Deadpool 1. Ouais, ça fait partie d'un des films les plus surestimés, je trouve aussi, du fait que, voilà, la blague, effectivement, bon, après ça vient du comics, mais la blague de casser le 4e mur, on l'a pas inventé hier, donc voilà, c'est un film qui se prend pour un Jean-Luc Godard, type Pierrot le Fou, 60 ans plus tard, ça fait un peu chier et ça fait un genre en plus d'humour un peu relou à force, quoi. Et on finit avec un message de paix sur Twitter, bordel, de l'amour, avec Mina, D6 Mina, qui nous dit quand j'étais une rageuse, j'en aurais sorti plein. Depuis que je suis en paix avec moi-même, j'ai envie de dire aimez ce que vous voulez. Alors effectivement, elle a complètement raison, hein. Mais d'un autre côté, notre podcast n'aura plus du tout de sens, quoi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est la fin de Shitlist premier numéro. Je remercie encore Marvin Montes du podcast Final Cut. Yes. Merci Manu. Merci à toi. Du podcast Le Coin Pop. Et merci Karim du podcast Le Début de la Fin. Merci à toi, merci à vous. Retrouvez-nous bientôt pour encore un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma, encore une fois. hervéturfur@gmail.com pour nous proposer des sujets de Shitlist, hein, mais sachant qu'on a déjà 5 pages, donc il se pourrait qu'on l'ait déjà. Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, sur le site internet aussi également retourvalturfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT du début de la fin. On se dit à bientôt. Bisous. Salut. Ciao, bisous.